Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast. Déjà, premièrement, on souhaitait vous remercier par rapport au retour sur le premier épisode. Il y a eu beaucoup de retours positifs, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis, évidemment, ça nous encourage à continuer pour la suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode. On a quelques points à aborder, notamment les championnats de France qui approchent. Premièrement, Stanley, tu peux nous dire comment se passe un peu ta prépa France? Du coup, avant de parler de ma prépa France, je tiens à envoyer un petit pic à tous ceux qui ont dit que j'étais un scammer nigérian. Là, on a amélioré la qualité, là. Et l'épisode d'après, il sera encore mieux. Non. Voilà, c'est ça, petit à petit. Non, plus sérieusement, du coup, moi, la prépa France, ben, là, actuellement, au moment où on filme le podcast, on est en train de tourner le podcast, je suis sur ma dernière semaine d'intensité. Donc on est jeudi aujourd'hui et c'est demain mon dernier gros squat et mon dernier gros deadlift et samedi j'ai mon dernier gros bench. Ok. La prépa, ben en vrai de vrai, elle s'est passée un peu comme je l'imaginais, hein. Elle se passe pour l'instant bien sur le squat. C'est un peu plus compliqué sur le deadlift et le bench, ben il est aux abonnés absents. Mais j'espère que ben avec ce dernier bench et surtout avec le taper, bah, je vais réussir à sortir la barre qu'il me faut pour atteindre l'objectif que je me suis ciblé pour les championnats de France. Et tu peux nous parler de l'objectif, enfin, en termes de chiffres Bah, ou en termes de en, place? en Parce que termes... tes concurrents, c'est des sérieux benchers, donc je sais pas si tu peux Bah, nous. déjà, l'objectif, c'est qu'au bench, je sois pas le dernier. Déjà. Mais bon, je vais pas piquer des gens. On va essayer de rester pro. Je ne parlerai pas de Michael Troy Davis, même si là, en disant ce prénom-là, il sait de quoi je parle. Mais sinon, l'objectif, ouais, c'est d'essayer de caler un bon petit bench pour... Bon, je pense que Bobby, il va pas être touchable. Mais j'aimerais finir devant Charlie au développé couché. Et sinon, un objectif chiffré réellement, bah, l'idée c'est d'essayer de faire la tonne sur la plateforme des championnats de France. Comme je l'ai dit, pour moi ça représente beaucoup. Parce que les championnats de France, c'est vraiment la compétition qui, depuis mes débuts en force, m'a hype à la mort et me hype toutes les années. Peu importe les compètes que j'ai fait, même si j'ai déjà fait les championnats du monde, les championnats d'Europe, les championnats de France, ça reste quelque chose de vraiment très très beau et très très honorable à mon sens. Et vraiment, j'ai envie de faire honneur entre guillemets au peuple français qui me soutient tous les jours en réalisant cette performance sur cette plateforme. C'est parti. On espère que la tonne va tomber et que tu seras le premier à l'avoir fait en France. J'espère. On reviendra un peu après sur les championnats de France, notamment on parlera un petit peu des différentes bagarres qu'il y aura autour des catégories, mais là on va parler un petit peu des récaps des compétitions que nos athlètes ont fait. Pour ma part les championnats d'Europe et pour ta part du coup le Girl Power avec Jade. Tu veux commencer? Vas-y, vu que moi j'ai un peu moins d'athlètes, là j'ai moins d'athlètes, du coup, ouais. En gros, Jade, l'idée c'était que, bon, je pense que on a tous suivi, hein. Malheureusement, pour les championnats du monde junior, Jade n'a pas pu participer. On devait y participer en 63, mais malheureusement, à cause de pépins de santé dont elle a un peu parlé, je vais pas en parler davantage parce que, bah, selon moi, c'est un sujet qu'elle seule devrait Mm. développé et détaillé, bah on n'a pas pu participer du coup on a eu une grosse période handicapante où squatter, faire du développé couché et même faire du soulevé de terre c'était très compliqué. Donc on a dû reprendre en sortie des championnats du monde quand je suis revenu de Malte du coup. On a repris sur des charges vraiment très 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 basses où on essayait de faire de la répétition en essayant d'accumuler un maximum de volume sans douleur, ce qui a été très compliqué. Et ensuite, on a continué à pousser ça, on s'est challengé, on s'est dit quoi? On s'est dit, bon, faut pas qu'on reste comme dernière expérience avant Sheffield, qu'on reste sur un drop-out des championnats du monde, tu vois. Mm. Ça, Ok. on s'est dit que mentalement, ça allait peut-être un peu trop l'affecter et elle allait peut-être avoir la pression de remonter sur une plateforme. Ouais. Donc on s'est dit, vas-y, on va essayer de pousser sans trop, bon, je vais dire sans trop monter en intensité, mais on est quand même bien monté, mais sans aller chercher de PR sur le format, de PR sur le 1RM, 2RM. On s'est dit, on va essayer de pousser une prépa progressivement, sans douleur, et voir ce qu'on pourra sortir sur la plateforme du Girl Power. On y allait sans faire de protocole de cut, on y allait sans faire en ayant mangé le matin. On a essayé d'y aller en prenant cette échéance comme un retour sur la plateforme et non pas comme une réelle compétition, même si bon, Jade a un gros instinct de compétitrice, ce qui fait que même la plus petite compétition, demain je l'amène au premier pas, elle va vouloir se challenger et envoyer à toute patate, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Du coup, on a monté, hein, on a diminué les fréquences. De base, Jade, elle est sur 3 squats, 3 bench, non, 3 squats, 4 bench, 3 terres. Là, on était sur du 2 squats, 2 terres et 3 bench.
On a vraiment diminué un peu la fréquence pour pas qu'elle soit trop exposée au mouvement et que ben, ces douleurs lui viennent la déranger pendant la préparation. Ensuite, ben, ça a bien répondu parce qu'au final, on a beaucoup bossé ces dernières années avec Jad sur sa capacité de travail et sur sa baseline, sa baseline. Donc ça fait qu'on a un niveau qui est potable, donc très très potable, en faisant le minimum. Ça Ouais. veut dire qu'en gros, quand on allait sur la plateforme du Girl Power, on a réussi à squatter 185, on a réussi à bencher 102,5. La 105 est valide dans mon cœur, mais bon, c'est que dans mon cœur. Et au deadlift, on a pu faire une belle 2,27 qui était presque aussi rapide que sa 2,27 prime. Parce qu'en gros, on a pas mal de vidéos déjà sur pas mal de lifts qui nous permettent de jauger en fonction de la vitesse au démarrage du sol, si elle est en forme ou si elle est moins en forme. Ce jour-là, je pense qu'elle avait le potentiel de tirer de 40. Malheureusement, vu que pendant la prépa, on n'a pas pu mettre beaucoup d'intensité, elle n'a pas pu se confronter à beaucoup de charges lourdes. Bon, Mhm. je dis on n'a malheureusement pas pu, mais c'était la stratégie Ouais. initiale. Je pensais pas qu'on allait tenter le tirage pour la deuxième place. Je pensais que la deuxième place allait être un peu plus loin. Je pensais qu'on n'allait pas pouvoir faire le call parce que je savais que Sarah Naldi allait faire un cut et allait tirer en 57. Et du coup, son indice allait augmenter. Et nous, comme on n'allait pas tirer en 57, notre indice, il allait diminuer un petit peu. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, on va faire la course pour la troisième place tranquillement. Et quand j'ai vu que sur la troisième barre, il y avait possibilité avec 2,40. Bon, 2,40, c'est l'all-time PR de Jade, qu'elle a fait uniquement une seule fois dans sa vie en gym. Je me suis dit, bon, on va quand même tenter. Mais bon, quelques petites erreurs techniques dues du coup au fait du manque d'intensité, qui a fait qu'au final, petite erreur sur le placement de la main, mais c'est rien de bien méchant. Elle avait clairement la force, et ça, c'est très positif pour la suite. Mhm. Donc, avec une prépa en dents de scie, sortir en sortant d'un drop-out, sortir 515 de total à peine 1 kilo au-dessus de la catégorie, ça annonce du très très bon pour Sheffield. Donc, on a jusqu'à janvier, ça va nous faire deux gros blocs, dont un focus sur l'hypertrophie, entre guillemets, et ça va nous permettre d'aller sortir une performance jamais réalisée en 57, je l'espère. Ok. Ok, super. Et du coup, moi, je voulais parler un petit peu du terre. Comme tu l'as dit, du coup, tu as baissé pas mal la fréquence par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Mais Ouais. pourtant, bah, elle était presque à son prime au terre. Bon, du coup, comme tu l'as dit, petit échec au grip dû au manque d'intensité. Mais on a vu qu'en termes de force qu'elle était capable de produire, elle était presque à son prime. Est-ce que tu penses que sur le futur, bah, tu peux, par exemple, diminuer un peu la fréquence pour voir si ça fonctionne un petit peu mieux ou pas, vu que Bah, bah, là, elle était très très bien sur le terre, sans en avoir fait pendant... Enfin, il y a encore Mal, c'était quand on était à Mal, c'était il y a un mois et septembre. demi, et elle n'était pas capable de faire du deadlift, et donc en un Ouais. mois et demi, elle est revenue sur un niveau excellent. Ouais, bah en fait, Jade, elle est déjà, en gros, c'est une de mes athlètes sur qui je suis beaucoup le plus pointilleux sur la technique. Mhm. C'est-à-dire que je vais vraiment me focus sur tous ces aspects techniques, et parce qu'en fait, pour qu'elle puisse exercer de la force, il faut qu'elle ait sa technique à 100%. Et Mhm. du coup, ça fait que bah avec les deux fréquences au deadlift, on a réussi à le faire puisque ben deux fréquences étaient tolérables, elle pouvait pas faire plus à ce moment-là, Mhm. mais si on était dans un monde où elle n'avait pas eu ces handicaps-là pendant cette préparation-là et qu'on était parti à trois terres, bah, elle aurait tiré beaucoup plus que de 40. Du coup, en Ok. fait, j'ai mis deux fréquences parce que pour sa santé, mais je pense pas que dans le futur, ça pourrait être intéressant de diminuer la fréquence. Parce que Ok. là, elle arrive à son prime, mais il faut prendre en compte qu'à World Open, elle a torpillé une 2,30 qui Ouais. potentiellement, elle a de 1, quand tu compares la 2,30 qu'elle a torpillée à World avec son last warm-up à 2,25, le jour où elle a passé 2,40, bah elle est plus rapide à 2,30 qu'elle n'était à 2,25. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en gros, Jade, elle a le potentiel de tirer beaucoup plus que 2,40. Et pour aller chercher beaucoup plus que 2,40, il nous faudra forcément trois fréquences. Ça Ok. lui permet de vraiment être focus sur sa technique et répéter sa technique plusieurs fois dans la semaine. Parce que si on fait deux terres, elle en a un en début de semaine, un en fin de semaine. Entre-temps, elle a du bench, elle a du squat, elle a de la renfo. Donc tous les petits tips techniques qu'on a mis en place, tous les petits tips techniques qu'elle doit se souvenir, ben, elle doit les garder et au final, des fois, c'est pas productif, tu vois. Tandis que 3 ça fait un terre tous les 2 jours, ça lui permet de se dire, ok, d'accord. Donc on a vu ça sur le placement des hanches, on a vu ça sur la mise en tension, on a vu ça sur le setup, on a vu ça sur le rituel, on a vu ça sur ci, on a vu ça sur le placement de barre, etc. etc. Et la faute technique qu'elle a fait au Girl Power, c'est un, par manque de confrontation à charge lourde, mais aussi Mais deux, aussi par par manque de manque de fréquence. fréquence. C'est Ok. ça. Parce qu'au final, mal placer sa barre sur sa main, c'est quelque chose qui arrive quand bah, tu as perdu un peu l'habitude Ouais, ouais. de ton petit rituel habituel. Et voilà. Ok, Donc, super. trois fréquences, je pense que c'est vraiment ce qui fonctionne bien sur Jade. Et du coup,
Par contre, loin des préparations, on est toujours sur du 2 deadlift et sur du 2 squat parce que j'ai pas envie de la faire tourner à 3 tout le temps parce que sinon le risque de blessure peut augmenter trop facilement et on veut perdurer dans le temps, tu vois. Ok, super. Du coup, pour rester un peu sur le Girl Power, on a vu du coup la première, enfin pas la première, mais la première compétition internationale de Sarah Naldi en 57. Elle a sorti une perf qui est vraiment correcte puisqu'elle était à 4 kilos du record du monde. Est-ce que tu penses que ça peut être une future concurrente pour Jade ou alors t'es pas forcément inquiet par rapport à ça? Bah, je suis pas inquiet. Maintenant, c'est pas pour dégrader Sarah Naldi, loin de là. Mais je suis vraiment pas inquiet parce que du coup, nous, on a le deadlift. Et tant Mhm. qu'on aura le deadlift, C'est vrai que tu peux te ben, permettre de tirer en dernier. exactement, on pourra. Parce que là, par exemple, au Girl Power, on a fait le même total, mais parce qu'on a tenté l'extra pull pour la battre à Ouais, bien sûr, l'indice, tu bien vois. sûr. Alors que clairement, avec 2,30, bah, on aurait gagné, tu vois. Ouais, bien Et sûr. en gros, je pense pas. Bon, elle est très forte, hein. Je ne dis pas ça pour, entre guillemets, la rabaisser ou autre quand je dis on a le deadlift ou autre. Mais je ne la vois pas comme une véritable concurrente de Jade dans le sens où euh, elle est descendue de catégorie. Du coup, recréer du niveau et recréer de la capacité en descendant de 2 KT parce qu'elle était en moins de 69 à ses derniers Mhm. championnats du monde. Ensuite, elle a descendu en 63 pour essayer de prendre une place World Games. Et là, elle descend en 57 pour, je pense, hein, après peut-être qu'elle va y rester, mais je pense que c'est pour les World Games et avoir un meilleur indice et avoir un meilleur classement lors de la confrontation aux World Games. Parce que de ce que le DTN nous a expliqué, les World Games, bah, tu as le droit de changer de catégorie, mais t'as pas le droit de changer de catégorie World Games. Ça veut Ouais, dire que les 57 sont avec les 63, donc les 63 vont pouvoir aller en 57 et avoir un meilleur indice pour prétendre à un meilleur placement. Du coup, je pense que sur le moyen long terme, Sarah Naldi va retourner en 63. Et si elle ne retourne pas en 63, ben, selon moi, après c'est que ma perception, peut-être que je dis n'importe quoi, ou peut-être que elle va nous prouver le contraire, mais reprogresser quand tu as quand même descendu de 2 catégories, ça va mettre beaucoup plus de temps que Jade qui, elle, son poids de forme, enfin son poids de forme, son poids auquel elle se maintient, c'est 58,1, donc au final, ça fait qu'elle n'a pas vraiment de protocole à faire pour descendre, et elle est en marge de progression. En plus de ça, il y a l'âge. Sarah Naldi, il me semble qu'elle a 1 an de plus que moi, ou 2 ans de plus que moi, ou mon âge, je sais plus. Mais, tandis que Jade est une 2001, ça veut dire qu'elle ouais. a encore, tu vois, elle vient d'arriver dans le terrain des Open et ça laisse encore une place à une grande marge de progression. Parce que si on Ok. affiche, entre guillemets, bon après là on parle avec des si, et on sait très bien que les perfs en gym et les perfs en compé c'est deux choses différentes, mais si on prend les meilleurs perfs de Jade à l'entraînement, c'est 190 au squat, c'est 110 au développé couché, et c'est 240 au soulevé de terre, et mis à part la 110 qui a été réalisée du coup à 58 kilos, les deux autres performances ont déjà été réalisées à 57,1, 57,2, et ça fait un Mhm. total beaucoup plus loin que 515 et 520, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que si à terme on arrive à afficher les 3 meilleurs lifts de Jade sur la même plateforme, je pense vraiment qu'en 57 elle ne sera pas touchable. Ok, super. Du coup, et juste, du coup, on garde en tête que tu penses que Jade est intouchable pour le moment. Mais est-ce que tu penses que Sarah Naldi peut être enfin, une adversaire un peu plus importante que Nat Richards ou pas? Non, Non? Nat Richards, même pour l'ego de Jade et la fierté de Jade, ce sera toujours Nat Richards son adversaire la numéro un parce que c'est elle qui l'a battu au championnat du monde, et malheureusement on n'a pas encore eu notre revanche. Et en plus, À Sheffield, du coup? ouais, mais tu vois, notre revanche sur plateforme internationale, Ouais, championnat, IPF championnat 100%, inter. tu vois, Ouais. championnat. Donc ça veut dire que on espérait la confrontation avec Nat Richards au dernier championnat du monde. Malheureusement, elle a dû drop out à cause d'une blessure. Mais là, j'ai vu qu'elle revient très bien. Je suis très content pour elle. Comme ça, Jade pourra, entre guillemets, avoir sa revanche Ouais. positive, bien évidemment. On souhaite pas de malheur à Nat Richards ou autre. C'est juste que je pense que pour le bien psychologique de Jade, réaffronter Nat Richards et la garder en adversaire numéro un, ça va lui faire du bien. Du coup, rendez-vous au championnat du monde en juin 2025. Ok, bah du coup on espère. Pour rester encore un peu sur le girl power, enfin moi j'aimerais parler un peu de la perf d'Agatha. Du coup, on a eu la chance de voir ça en live. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, c'est 627 kilos en moins de 69. Bon, là, du coup, elle a fait la catégorie, là, elle a fait la compétition en moins de 76, mais à 71 kilos, voilà, de base, c'est une athlète en moins de 69. Et elle a annoncé qu'elle ferait Sheffield en moins de 69. Et c'est 127 points d'indice. Donc, du coup, record all-time. Et le précédent record était à 124. Donc, performance
absolument incroyable. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Bah, en fait, le truc qui est marrant, c'est que la perf, elle est tellement incroyable que j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois, parce que, regarde, quand elle a fait en 69 600 et qu'elle a fait, du coup, 124 points Ouais, d'indice et qu'elle a été l'athlète numéro un all-time, ça a fait du bruit de fou parce que c'était une folie. Parce qu'elle l'a battu d'un petit peu, tu vois ce que je veux ouais. dire? Et là, comme elle a mis un grand cap, un gros gap, bah, j'ai l'impression que les gens, ils réalisent pas la dinguerie. Ouais, non, c'est un truc de ouf. Parce que c'est une folie furieuse de mettre 100, de rajouter 3 points d'indice à ta propre performance en 69. Et en plus, t'es plus lourde, parce que t'es à 71, tandis que l'autre était à 68,9 il me semble, ou 68,8, j'ai oublié. Mais c'est une folie furieuse. Et comme il y a un gros gap, les gens ils vont se dire, bah en fait, c'est que peut-être ce qui était fait avant, c'était pas impressionnant. Alors que si, ce qui était fait avant, c'était une folie. Parce que le Bah, elle seul a homme gagné qui, Sheffield en faisant ouais, ça, c'est du coup. ça. Le seul homme qui a 120 d'indice, il me semble que c'est Austin Perkins. Ouais, c'est Dans le les seul, jeux. ouais. Ouais. C'est le seul. Mm. Et elle, elle était à 124 et là, elle a jump jusqu'à 100. Ah non, c'est trop une folie. Et, et- 127 d'indice, c'est trop une folie. et du coup, 627 de total en moins de 69. Et du coup, en termes de comparaison, si on prend les hommes en moins de 66, Ouais. au dernier championnat d'Europe, là, le champion, le croate, là, je sais plus son nom, il a fait 635. Donc quasiment le même total, mais on est sur, genre là, en moins de 69, on est sur des standards Ouais. masculins. C'est C'est une folie. n'importe quoi. L'année d'avant, celle-ci, bah, le champion d'Europe, il avait fait 6,22 et demi. C'est n'importe quoi. C'était une folie. Et en C'est plus, pas une folie. on en parlait, mais elle a fait cette perf en faisant 6 sur 9 en ratant une barre par mouvement. En ratant Donc, une barre par moment. En plus, elle a écrit ça en story. Elle a dit la compétition n'était pas ouf. Carré, ça veut dire en gros, elle va nous sortir un 6,50 en 69. Et on va pas être prêt, genre. et du coup, pour Sheffield, tu la penses imbattable? Tu sais, bah, regarde, comme on vient de le dire, ça a fait un 6, elle a fait 6 sur 9. Donc ça veut Ouais. dire qu'en gros, et il me semble que si je dis pas de bêtises, Agatha, elle fait beaucoup d'échecs en compétition. Hmm. Et du coup, ben, ça peut être un moyen de pression, entre guillemets, même si je ne pense pas. J'avoue elle est intouchable en vrai, mais à tout moment, une personne peut rater une compétition, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Mais si on part du principe que tout le monde va réussir, entre guillemets, leur compétition, elle gagne haut la main. Mais en plus, le truc, c'est que, bon, à Sheffield, il y a un peu un truc qui est un peu pas très fair-play, parce que du coup, enfin, au terre, tu tires en dernier, et forcément, une grosse catégorie est plus avantagée par rapport à une moins de 57 ou une moins de 52 qui va tirer 200 au terre. Et du coup, bah là, Agatha, en fait, elle a réussi à se placer sur le meilleur deadlift féminin, et du coup, bah, même sur ça, en fait, elle aura l'avantage à Sheffield, parce qu'elle va pouvoir tirer en dernier au terre. Exactement, elle va pouvoir tirer Donc, peut-être en avant-dernière, parce qu'il y a quand même Amanda Lorenz. Mais ouais, ça, il y aura un match pour le plus gros deadlift jamais tiré en IPF, je pense. Quoique, je sais pas s'il a été repoussé à ces Worlds-là par la plus de 84 néo-zélandaise. Il me semble qu'elle a fait de 72,5. Mais je sais pas si elle a fait ça en nats ou chez le championnat du monde. Faudrait que j'aille vérifier. je me souviens plus. Faudrait que j'aille vérifier. Mais ouais, ça va. En tout cas, ça va être un. Franchement, ça va être un très beau Sheffield. Ça va être un très très beau Sheffield, que ce soit côté masculin ou côté féminin. Mm. Et là, franchement, bon, pour rester un peu sur la discussion Sheffield, pour une fois, c'est la première année où le Sheffield côté homme va être extraordinaire. Ouais. Là, il va être extraordinaire comparé au Sheffield côté femme. Bon, les deux, ça va être extraordinaire parce que Agatha, elle va sortir une dinguerie. Et ensuite, il y aura le match des 63 avec Megan Scanlon, Lia et Alba. Ça aussi, Mm. ça va être une folie. Mais du côté des hommes, là, c'est incroyable. Ouais, C'est avec du coup incroyable. Omisakin Et qui c'est remplace en Shibom. moins de 83, ouais. Euh, Kiel qui a annoncé sa descente en moins de 66, donc Exactement. là Qui va aussi. affronter du coup Kassam Seng. Ça aussi, ça va être un beau fight. Surtout Kassam Seng, là j'ai vu, il a sorti un beau squat à 2,80. Mais bon, encore une fois, c'est du gym. Mais voilà, en tout cas, ça va être un beau Sheffield. Mais bon, on en parlera de manière beaucoup plus précise dans le Ouais, prochain c'est ça. podcast. C'est ça. Voilà, bah, tu voulais rajouter un truc sur ça ou? Non, bah du coup, on peut revenir sur ce que tu disais vis-à-vis ben, de tes athlètes à toi qui ont fait les championnats d'Europe. Ouais, alors du coup, ouais, moi j'avais deux athlètes au championnat d'Europe, donc j'avais parlé de la prépa dans le dernier podcast. Du coup, la première, on avait Pauline, du coup, en moins de 52 sub-junior, et au final, bah, ça s'est super bien passé avec bah, déjà au squat un record du monde à 139 kilos, donc bah, je suis vraiment super content. En plus, bon, on avait de la marge, hein, le record était à 138,5, donc le record a été fait à 139, mais il y avait de la marge, donc ça présage vraiment du beau pour le futur. Ensuite, un développé à 70, donc bah, PR sur la plateforme.
Donc là aussi très content. Et puis derrière une bagarre pour le titre entre guillemets jusqu'à la troisième barre. En fait, elle était en match avec Cassandre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Cassandre était au-dessus sur la compétition, mais au niveau du développé couché, je pense que en fait il y a eu elle a fait 1 sur 3 en fait. Elle est restée sur son opener. Je pense à cause des standards, parce que déjà au niveau des championnats du monde, elle avait pas passé sa troisième barre à cause des standards. Et en fait, bah, là, sur l'opener, elle a eu 3 blanches, mais je crois avoir vu le jury et dire que c'était très limite. Et du coup, peut-être qu'elle a modifié sa technique et du coup, bah, c'est pas passé. Elle est restée sur son opener au niveau du bench. Donc, il y a eu un peu une petite porte qui s'est ouverte au niveau du terre pour aller jouer le titre. Bon, malheureusement, Cassandre était forte ce jour-là. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en troisième barre, il y a eu une tentative à 157,5 pour le record du monde pour Pauline. Ça la faisait rester deuxième, hein. Cassandre était déjà en première place. Bon, il y a eu un petit échec sur ça, donc bah, on va retourner bosser sur le deadlift et Il, puis voilà. il lui aurait fallu combien au terre pour avoir la première Du place? coup, là, on a validé 361 avec 152 et Cassandre, elle a fait 370, donc il fallait plus 9, donc il fallait 161 ou 161,5. Et bon, Ok. c'était au-dessus, hein, parce que bah, déjà 157,5, ça a été compliqué au niveau du lock. Donc voilà, bah, on va retourner bosser. Puis bah, comme je l'expliquais dans le dernier podcast, ça fait vraiment très peu de Ouais. temps que je bosse avec Pauline. Donc là, on va avoir le temps de vraiment créer des bases, vraiment bien bosser techniquement, etc. Et puis rendez-vous au prochain au championnat de France. Donc Ok. voilà. J'ai une question, elle est toujours sub-junior ou elle passe junior Elle là? passe junior là, ouais. Ok, d'accord. Ok, Ouais. d'accord. Donc, mais bon, elle est déjà qualifiée pour les France vu qu'avec ce total-là, elle a déjà le minima même en junior. Donc il n'y a pas Ok. forcément, enfin il y a même pas besoin de faire une autre compétition. Donc Ok. bah là, c'est tout droit vers les France. Donc Ok. Toujours bah, en 52, tu la fais pas monter en 57? on va voir. Franchement, on va voir. Déjà, le DTN lui a dit que enfin, il pouvait l'inscrire en 52 ou en 57 comme elle voulait. Donc ça, Ouais. déjà, c'est bien. Ça veut dire que même si elle monte en 57, il y a pas Des nouvelles compètes à il n'y a faire. pas de qualif à faire. Après, on verra. Franchement, on en a discuté. On va pas soit s'imposer de forcément manger, soit s'imposer de rester dans une catégorie. Elle mange à sa faim, on s'entraîne et puis on verra où on en est. En janvier, on fera le point et on verra où on en est. Elle a fait un protocole de cut pour cette Non, compète ou non, pas? non, pas du tout. Elle était à 52,5. Franchement, ça a été géré très facilement. Ok. Voilà, voilà. Ok, Il y a d'accord. encore de la marge au niveau du poids de corps. Ok. Et du coup, j'ai une question du coup pour Ouais. rester là-dessus. Parce que moi, j'ai coaché juste un seul sub-junior. Mais le passage de sub-junior à junior, comment est-ce que tu le gères ça, toi? Tu fais comme si de rien n'était ou tu... Bah, en fait, ça dépend. Déjà, bon, là, je pense que ta question spécifique, elle est pour un athlète compétitif en sub-junior. Parce que Ouais. s'il n'est pas compétitif en sub-junior, quoi qu'il arrive, ça Bien va rien sûr, changer, il sera compétitif pas en compétitif en junior. sub-junior. Ouais. Mais bah, du coup, en fait, faut voir. Là, j'ai le cas, par exemple, avec Kevan, qui du coup était compétitif en sub-junior, Ouais. qui était sur des podiums France, qui a fait une compétition internationale. Et là, on monte en junior cette année. Et en fait, le gap de niveau entre sub-junior et junior, Mm. il est monstrueux. Donc en fait, bah là, en fait, d'un côté, on n'est pas compétitif, mais d'un autre côté, je vois ça un peu comme du positif, parce que ça nous laisse le temps, sans se mettre la pression, de devoir produire des résultats tout de suite, en fait. Et ça nous Ouais. laisse le temps d'avoir 2 3 ans bah, pour vraiment construire, tester des choses, prendre du poids, même enfin monter en 83, ce qui fait que bah, du coup tu prends une caté d'âge plus une caté de poids, donc en fait le niveau il prend 200 kilos directement. Ouais. Et du coup bah ouais, moi je vois ça un peu comme du positif, dans le sens où bah, je sais que l'année prochaine tu seras pas champion de France, ni dans 2 ans, tu feras pas d'inter ni dans 2 ans ni dans 3 ans, donc en fait je vois ça comme du positif, ça nous laisse vraiment le temps de construire, tu vois. Du coup, si j'ai bien compris ta question, enfin ta réponse, c'est qu'en gros, de le gap de sub-junior à junior, tu préfères miser sur la longue durée plutôt Ouais, c'est que ça. de Bah, de mettre toute une façon, pression, le t'as pas maintenir. trop le choix. Ah bah ouais, non, bah Tu ouais, passes bien sûr. d'un. Ouais, bah ouais. Parce que bah, là, par exemple, tu passes d'un niveau, si on reste en 74, le niveau top 1 en sub-junior, c'était genre 610, 615. Le niveau top 1 en junior, c'est 700, plus de 700. Donc Ouais, franchement, ok. le gap, il est énorme. Ouais, il est énorme. Du coup, ouais, bah ouais, ok, d'accord. J'espère que les sub-juniors ont entendu ce que t'as dit parce que c'est vrai que c'est bien d'être compétitif en sub-junior, mais l'idée en vrai de vrai, c'est d'arriver jusqu'à la plateforme des Open et vraiment devenir un athlète confirmé à ce moment-là. Du coup, les gars, laissez-vous le temps. Ouais, c'est ça. Vous voyez que vous passez de sub-junior à junior et que le gap il est monstrueux, vous forcez pas à vous maintenir dans une catégorie Ouais, exactement. Ouais. ou quoi qu'est-ce. Laissez-vous le temps. Si vous avez brillé en sub-junior, c'est que vous avez les capacités de briller en junior plus tard Exactement. Ouais. et que vous avez encore plus de capacités de briller en open encore plus tard, tu vois. Ouais, parce que je pense qu'il y en a qui se maintiennent dans une catégorie en se disant, bah, même là, si je monte d'une caté, peut-être que j'ai le minimum en junior, mais au final,
bah en fait, en te maintenant dans une catégorie, tu vas brider ta progression juste pour faire un groupe B, tu vois. C'est Et- pas forcément intéressant. Vaut mieux, euh, Exactement. vaut mieux construire, et puis bah dans 2 3 4 ans, là, tu auras un vrai niveau. Et Exactement. En plus, comme tu as la jeunesse avec toi, ça fait que bah, t'es bien, tu vois. C'est en gros, quand on parle, parce que là, on parle de 2 3 4 ans. Moi, demain, tu me rajoutes, tu me dis, Stan, attends 2 3 4 ans. Bah, dans 4 ans, moi, j'ai 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Tandis que le sub-junior, il attend 2 3 4 ans. Bah, dans 4 ans, il a 22 ans. Tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire? Et à 22 ans, t'es encore dans la fleur de l'âge. Bon, je dis pas qu'à 30 ans, tu l'es plus, hein. Mais en gros, à 22 ans, t'as toute ta fougue. T'es encore énergique. T'as du jus, t'as tout. Donc, faut se laisser le temps. Bah, pour rester un peu dans cet exemple-là, bah, si on parle de Brian, par exemple, bah, Brian, c'était un sub-junior 93 qui était qui avait fait les championnats du monde et les championnats d'Europe. Et ensuite, là, pour le passage en junior, on a fait le double gap comme toi et Kevin. Ouais. C'est qu'en gros, on a décidé de monter en 105. Parce que bon, le bug, il fait ma taille. Et il était en train de se maintenir à 93 kilos. Bon. Donc, on a pris le risque d'aller en 105. Alors qu'en 105, ben, du côté belge, il y a Imad, il y a du gros niveau, tu vois. Il y a Ouais. Niels, il y a. J'ai oublié son nom. Je vois de qui tu parles, mais j'ai oublié son nom aussi. Moi aussi, j'ai oublié son Je vois nom. de qui tu parles. Oh là là. J'ai sa tête, mais j'ai oublié son nom. Guillaume Maréchal. Bon. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, il y avait des grosses têtes, il y avait des gens avec du gros niveau. Nous, on a quand même pris ce risque-là. Et au final, on a été aux portes de faire de l'Inter dès sa première année junior. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Bah, il a même fait de l'Inter, puisqu'il a fait l'Euro Muscle Show. C'est pas un Exactement, vrai championnat exactement. Inter, mais C'est ça, pour une exactement. première Et année du junior. coup, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et Mm. au final, c'est un risque qu'on a pris et au final, il a payé. Et même s'il avait pas payé cette année-là, Brian, c'est quelqu'un d'assez intelligent. Il sait que l'avenir est à lui, tu vois. Mm. Et je lui dis tout le temps que l'avenir est à lui. C'est en 2005, c'est sa première année junior. Il est déjà aux portes des 800 kilos total. C'est quand même Ouais. plutôt pas mal en moins de 105 junior, tu vois. Ouais, bah, vraiment, là, on voit qu'en termes de performance, il a vraiment explosé. Donc, Ouais, c'est pas mal. ouais, ça fait plaisir. Ok, du coup, bah tiens, on va rester sur la Belgique, puisque du coup, j'avais aussi Fatima qui participait au championnat d'Europe. Yes. Du coup, j'en avais parlé aussi dans l'ancien podcast de sa prépa. Du coup, Ouais. comment on avait abordé un peu la prépa Europe. Et au final, bah, ça a été super payant, puisque je disais dans l'ancien podcast qu'au niveau du squat, on avait retrouvé un vrai niveau. Elle avait fait 167,5 au championnat du monde. Et, Ouais. euh, et dès sa semaine 2 de picking, on était sur des niveaux où elle avait squatté 177,5. Et au final, bah, en fin de prépa, elle a squatté 190. Donc vraiment le niveau a vraiment vraiment explosé. Donc très content. Et au final sur la plateforme des mondes, on est arrivé 3 sur 3 avec 185, beaucoup de marge. Je pense qu'il y avait même 187,5. Ouais. 190, je sais pas, mais 187,5 était là. Mais au final, on a sécurisé 185, ça s'est vraiment bien passé. Je suis très content. Et puis, bah, surtout, on a eu aussi un ATPR sur la plateforme au bench avec 97,5, donc les sons se rapprochent. Et surtout, la médaille d'or au deadlift. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. Donc très très content de cette compétition. Et puis surtout, ça nous laisse présager vraiment pas mal d'améliorations à faire parce que là en fait on a eu la médaille d'or au deadlift, donc en termes d'objectifs médaille, c'est validé. Par contre en termes de charge, on a vu qu'il y avait encore pas mal de choses à améliorer parce que bah là ça fait deux prépas où en fait sur le deadlift on n'arrive pas à reproduire sur la plateforme les perfs qu'on fait en gym. Au Ouais. niveau des mondes, elle avait fait 217,5 à l'entraînement. On est resté sur 207,5 sur la plateforme. Et pareil, du coup, au championnat d'Europe, elle a fait 220 en dernière semaine de picking, Ouais. standard, calibré, etc. Pourtant, le Ouais. jour J, bah, 207,5, passe RPE10. Ouais. Du coup, bah, voilà, va falloir qu'on travaille sur ça pour réussir à aligner nos perfs sur la plateforme. Donc, Et t'as des pistes pour faire ça? bah, en fait, ouais, j'ai des pistes au niveau du terre. Ces grosses séances, elle commence par le terre. Elle fait pas de squat avant, elle fait pas le bench Ok. avant. Du Ok. coup, je pense que bah, le squat est super énergivore. En plus, bah, là, on a vu qu'il y a eu une énorme progression au niveau du squat. Donc, je pense que le momentum a été pas mal sur le squat. Ça a été compliqué, je pense, sur le terre. Du coup, les pistes, ça serait peut-être pas forcément faire du SBD. Parce que je pense qu'en fait, son squat est trop énergivore et elle va arriver sur le terre. En fait, elle va pas pouvoir produire quelque chose de qualité. Mais j'avais eu une idée que j'ai commencé à mettre en place là. Donc là, on a repris. Ça fait une semaine qu'on a repris. Ouais. Ça serait introduire des fatigue singles au niveau du terre. Donc commencer par du volume. Voilà, en fait, on commence par ses back-off, on commence Ouais. par son travail de back-off, et ensuite on arrive après son travail de back-off sur des singles, donc déjà Ouais. confronté avec un certain niveau de fatigue. Donc c'est pas le même niveau de fatigue que quand tu Ouais. sors de 3 essais au squat et 3 essais au bench, mais bah, c'est déjà une piste. Donc voilà, j'ai incorporé ça sur ce premier bloc, on verra Ok. comment ça bouge.
Ok, et par exemple, si tu lui mettais genre, je sais pas, comme tu l'as dit, le squat c'est très énergivore et Hmm. souvent c'est la contrainte qu'on retrouve hein, chez les poids lourds, Ouais, c'est que notre squat il nous taxe tellement que derrière le terre c'est dur à assumer. ouais, Qu'est-ce que tu penses de, par exemple, dans une stratégie, lui mettre, je sais pas, lui faire commencer par du hack squat ou du pendulum squat ou ouais. un exercice de renfort qui est très focus sur le squat, qui imite un peu le squat, sans le stress de la charge, du coup, puisque sur du hack squat, tu vas pas mettre autant que tu pourras mettre sur un squat, etc., etc. Et lui faire son terre derrière. Je sais pas, ça pourrait être un truc à réfléchir. Après, ça, enfin, ça m'est pas venu à l'esprit. Parce que, en fait, sur ton squat, le facteur, ça va être. Enfin, ce qui te fatigue sur ton squat, ça va être le facteur nerveux. Alors que là, sur un exo de renfo, bah, ça Ouais, va être tout ce qui est congestion, etc. Et je sais pas, honnêtement, si ça ouais. pourrait être pertinent. Ça pourrait être un Ouais, truc ouais. à intégrer, ouais. Ouais, non, je demandais par pure et simple curiosité. Bah donc déjà là j'ai intégré ça, donc là on a repris il y a une semaine. On verra comment ça se passe. Déjà en fin du premier bloc là on aura des premières réponses et puis après là aussi on a le temps hein, parce que Ah là, bah oui. la prochaine compétition c'est les championnats de Belgique et c'est en avril donc là Ah, tu aussi fais il y a pas la aussi. compète de Si décembre? on va la faire mais la compétition de décembre il n'y a pas de prépa, hein, c'est juste on y va au milieu du bloc, on fait des barres et puis c'est tout. Ok. Donc voilà donc là pareil on a le temps de construire donc là franchement on va rentrer dans des grosses périodes de construction Ouais. et on va voir. Ils ont fait un bon petit teasing hein, sur cette Ouais, compète ouais, de j'ai vu, décembre, t'as franchement, vu? ça va être cool. Ouais, ça Avec a le l'air cash d'être pas price, mal. etc. Tu fais le déplacement? Je sais pas. Mais, ah bah non, je pense pas, parce que, en fait, c'est le 7 décembre, je crois. Et je serai à Bordeaux. Pour une. Ok, pour ta compète, ouais, pour Ouais, l'autre j'ai une athlète. grosse compète à Bordeaux où j'ai 8 athlètes qui la font, du coup, je serai à Bordeaux, donc ouais, non, je pourrais pas aller. Je pourrais pas Ok, faire le d'accord. déplacement. Tu vas y aller pour. Brian l'a fait? Ouais, il l'a fait. Tu vas y aller? Pareil, je sais pas encore, moi. Ok. Ça va dépendre de mon calendrier et de s'il a besoin de moi, du coup. Parce que Mm. je pense que ça va être une petite compète entre potes et je pense que, Ouais, c'est ça, y a pas vraiment d'enjeu, exact, tu vois, c'est un c'est petit ça. show, tu vois. Ouais, exactement, il va vouloir faire un petit kiff. Mais après, s'il me demande de faire le déplacement, qu'il a besoin de moi, ben, je verrai en fonction de mon calendrier et j'essaierai de me rendre disponible. Nickel. Bon, bah du coup, on a un peu fait le tour. Bah du coup, on va revenir un peu sur les France Open. On va voir les différents match-up là qu'il y a. Tu veux commencer par un truc en particulier? Alors déjà, on va revenir un peu sur ce qu'on avait fait sur le premier podcast. On avait fait un peu la preview la preview des championnats d'Europe. Et en fait, on avait fait toutes les catégories. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup trop long. On Ouais, s'est laissé emporter dedans et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop long. Du coup là, pour les championnats de France, même si ça risque d'intéresser plus de monde, parce que bah forcément, c'est des Français, c'est des gens qu'on connaît. On va pas faire une review de toutes les catégories, on va parler des catégories où on a des athlètes, et puis les catégories où il y a des match-up intéressants. exactement. Vas-y, bah, tu veux comment, enfin, je pense que je vais commencer, je pense. Vas-y, comme tu veux. On Vas-y, fait bah, dans du coup, l'ordre. bah, en vrai, je pense qu'on va chacun donner notre avis, c'est mieux, non? Vas-y, ça marche. Vas-y, bah, moi, je vais pas parler, je vais parler d'abord de mes athlètes, Hmm, parce que j'ai l'honneur d'encadrer quand même pas mal d'athlètes au championnat de France, c'est la première fois. hmm. Donc, ça montre que petit à petit, l'équipe grandit, et ça fait plaisir. Du coup, ben, tout d'abord, je vais être là-bas sur toute la semaine de compétition. Parce que du coup, le premier jour, le mercredi, j'ai Karl, mon Ouais. 83 qui passe. Bon, il est groupe B, mais je pense que je croise les doigts hein, parce qu'on a fait une très belle préparation et je croise les doigts pour qu'on puisse inscrire un total qui nous permet de nous hisser dans les 8 premiers, tu vois. Ouais. Et ce sera pas huitième ni septième. Ok. C'est le mec qui va envoyer des bombes, genre. Donc ensuite, j'ai Juju en 74, groupe B aussi, qui passe lui jeudi. Lui aussi, là, on est en train de sortir une belle préparation. Donc, on a ATPR sur le squat. On a fait un squat à 227,5 kg. Je suis très content de cette performance. C'est pour ça que j'en parle parce que Juju et moi, bah, je pense que Juju, c'est mon deuxième athlète. Enfin, dans mes suivis en ligne, c'est mon tout premier athlète. Ouais. Avant lui, il y avait juste Jade, Kevin, les frères de Jade, tu vois. C'est mon tout premier athlète en ligne. Et donc, ça fait depuis tellement d'années qu'on travaille ensemble. Et on a eu un vrai blocage Sur le euh, squat. sur le squat. Il squattait 200, mais c'était tout, c'est tout. Il pouvait pas aller faire 202. Il avait une barrière psychologique à 200. C'est-à-dire qu'il était capable de me faire 5 reps à 195. Il était capable de me faire 5 reps à 197,5. Mais dépasser une rep à 200, c'était pas possible. Genre, il avait vraiment un blocage mental, un blocage psychologique. Et vraiment, c'était quelque chose qui était vraiment très compliqué à affronter. Et donc aujourd'hui, pouvoir dire qu'il a ATPR à 227,5 kilos, ben, ça me fait chaud au cœur.
Du coup, bon, on va aller sur la plateforme des France. J'espère pour lui aussi qu'on va pouvoir inscrire un total qui nous mettra dans les 8 premiers. Parce que bon, là, sur la prépa, donc comme je l'ai dit, on a ATPR au squat. Là, aujourd'hui, il m'a fait un 2 fois 1 à 167,5. Bon, les standards sont limites, mais pareil, c'est un ATPR. Et Mhm. au deadlift, ben, réponse bientôt. Il va faire son deadlift et j'espère que ben, ça va nous permettre de hisser un petit total qui va nous permettre de être dans les 8 meilleurs de la catégorie, tu vois. Ok. Ensuite, après ça, du coup, Jade ne participe pas au championnat de France, du coup. Mhm. J'ai qui d'autre? Du coup, après, j'ai mes poids lourds, hein. J'ai mes gros, mes gros. Qui se retrouve sur le même plateau que toi en plus, donc Exactement, ça va être un kiff, exactement. bah, pour toi, mais je pense surtout pour eux de passer sur le même plateau que toi. Exactement. Du coup, j'ai Sosa, Bobby, Michael Troy et moi, du coup. Mm. Parce que je me considère comme mon propre athlète aussi. Du coup, ça fait 4 sur la même plateforme. Donc, je suis vraiment content de partager cet événement qui compte beaucoup pour moi, du coup, les championnats de France, avec mes athlètes. On va se Mm. transcender sur la plateforme et on va envoyer. Pour les pronostics, je vais attendre qu'on parle vraiment KT par catégorie pour reparler d'eux de manière un peu plus précise. Vas-y. Ah bah moi du coup j'ai un athlète, c'est Alan du coup qui participe au championnat de France, donc sub junior mais on fait les championnats de France Open quand même et bah du coup première compétition en moins de 59 parce que du coup on monte de catégorie. Du coup pour lui c'est un peu le parc Astérix, hein, c'est le petit jeune de 16 ans qui va faire qui rentre dans la cour des grands. Donc là franchement pas de pression, hein, franchement c'est juste du kiff. Ouais. Voilà, il kiffe sa prépa, il va kiffer sa compétition et puis on verra. En termes de pronostic, du coup, je pense que le top 5 est envisageable. Ouais. Euh, le podium, je pense que ça va être très très compliqué. Ouais. Je pense que le podium va se jouer à 600, ça va être très compliqué. Mais je pense que Ouais. le top 5 est envisageable. Et bah, nous, notre objectif, c'est le record, le record de France au deadlift. Puisque du coup, là, il est à 255. Ouais. Voilà, on va y aller, hein. Même si il nous faut 400, on va la mettre et on va tirer dessus. Genre, il y aura pas Let's, de logique, ça va être drôle. Et puis voilà. let's On go, vient let's que go. pour ça. Bah, en parlant des 59, j'ai vu c'est une catégorie qui commence Ouais. à avoir de plus en plus de compétiteurs et franchement, c'est pas mal. Bah en Du coup, plus le niveau ouais, il est en commence train de à rentrer. péter là. Ouais ouais parce que bah là du coup il y a Valentin le junior là Ouais, il y a Valentin, qui a ouais. un bon niveau et Ouais, on a un autre qui vient de faire sa première compétition là qui s'appelle Brian. J'ai ouais, un athlète qui s'entraîne dans la même salle que lui et ouais. apparemment il est sur une base de total à 600. Donc c'est incroyable sachant qu'Antoine Garcia a fait 6,15 au dernier monde et il fait 10, deuxième. 6, 10. 6,10 et il fait Ouais. deuxième. Donc bah à 600 c'est un total total Mm, inter. Donc franchement c'est c'est cool. ça. Après, bon, encore une fois, c'est du gym. Ouais Tu bien connais sûr. pas tout ça. Du coup, bah, moi, franchement, pour mon pronostic 59, je vois Antoine Garcia garder son Ouais je titre. pense bien sûr. Ensuite, à la deuxième place, là, il y aura gros match, mais je vois Valentin Dupuis, hein. Ouais, un peu plus d'expérience déjà, peut-être. Exactement, un À peu voir, plus à voir. d'expérience. Et troisième, j'ai envie de dire que soit Brian, comme tu as dit, mais comme je le connais pas, j'ai juste vu qu'il a Ouais, fait 5,60, ouais, ou Julien Gucci. ouais. Et Ouais, toi? bah, ça va se jouer entre les deux. Bah, je suis d'accord Ouais, avec toi, je pense top un Antoine Garcia, je pense qu'il est pas prenable là pour le moment. ouais, Deuxième, pareil, je vois Valentin. ouais, Et bah après, Brian a fait 560, mais j'avais vu le récap de sa compétition, il y avait vraiment beaucoup de marge. Donc je ouais. le vois troisième et quatrième Julien Gucci. Et j'espère que ça va Après, être malade. après, il y a l'expérience qui joue, Ouais, tu vois bien ce que sûr, je veux dire? c'est vrai que Julien Ouais. Gucci a une énorme expérience, donc Ouais. ça peut jouer. Que Brian, tu m'as dit que c'était sa première Ouais, compétition, c'était du sa coup. première compétition là. Du coup, il y a la pression d'arriver sur la plateforme des championnats de France, Ouais. etc., etc. Du coup, à voir. Je pense que ça va être, franchement, ça va être un beau match, les 59. Ouais, ouais. J'aurais le plaisir de voir ça sur le plateau, donc franchement, je suis content. À tout moment, Voilà. tu tires 400 et vous faites premier avec Alan, hein. Ouais, ouais. On verra. Voilà, du coup, ouais, moi j'ai que Alan qui participe. Bon, bah, du coup, on va passer un peu plus en détail sur les catégories. Il y a une catégorie en particulier que tu veux aborder ou pas? Alors, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi Parce que réfléchir. du coup, là où il y a des match-up intéressants, du coup, bah, chez les filles, notamment, il y a en 76 avec Clara contre Laura. Ça va être un beau match, ça, c'est vrai. Que ce match-là, il risque d'être très intéressant. J'ai envie de mettre une pièce sur Clara Perrault, Mhm. mais c'est vrai que j'ai vu sur Insta, Laura, elle a fait une 190 au squat qui est passé quand même assez bien. Ouais, Donc, en fait, c'est celle qui va gagner au squat, je pense que c'est celle qui gagnera le match. Parce qu'au bench, Laura est un peu devant, mais au ouais, terre, Clara est devant. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que la personne qui va prendre l'avantage sur le squat, c'est la personne qui aura de grandes chances de gagner. Et du coup, je mets une petite pièce sur Clara, mais bon. Ouais, J'allais c'est revenir intéressant. aussi sur les 80. Ah, toi, tu Non, penses non, quoi? bah moi, en fait,
Je pense que, bah, en fait, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Laura à son top niveau, donc faudra voir si elle a réussi à gérer un peu les petits pépins et si elle est revenue à son top niveau. Et puis après, bah, Clara, c'est une athlète qui déçoit très rarement en compétition. Franchement, honnêtement, j'ai pas d'avis. Je pense que ça va être un super match, mais j'ai pas d'avis. Ok, d'accord. Le match sur lequel je voulais revenir aussi, c'était aussi peut-être le match des 83, rapidement. Mhm. Ouais. Rambo contre Yanis. Ouais. J'avoue que ça va être un très gros match. J'avoue, Ah, je me bah, prononce pas parce que Rambo, il a la, comment expliquer ça? Bah, comme il vient de monter de catégorie, enfin, venir de monter de catégorie, on se comprend. Mais ça veut dire qu'en gros, il a la fougue de la montée de catégorie, ouais. tandis que Yanis, bah, il est en 83 depuis des années, etc., Bah, et etc. en Tu vois? plus, Yannick, je pense qu'il aura à cœur de prendre sa revanche de sa contre-performance au niveau Exactement. des C'est mondes. ce qui s'est Donc, ouais, malheureusement franchement, passé au ouais, monde. ouais. Franchement, Ouais, ouais, bah ça ouais, je annonce pense que vraiment ça un va être, match ouais, ça vraiment va être très intéressant. très Mm. intéressant. Et j'ai vu, il y avait un petit junior aussi qui, bon après, il va pas rivaliser avec eux, mais j'ai vu qu'il y avait un petit junior qui sortait un peu du lot là en ce moment. Il avait total en gym 766, je crois. Tu parles de Je crois qui? il se fait coacher par Guillaume Parisot. Il s'appelle comment? Parce que là, j'ai la liste sous les yeux, là. Alors là, j'ai pas son blast. Je crois qu'il est inscrit à 6,50. En 83? Non, Ouais, 83. 750, non? Ouais, 700, Ah, ouais, tu parles de Mathis Ducré. ouais, Ouais, je crois que peut-être. c'est lui. Ouais, ouais, on Ouais, en avait parlé un peu. Ok, ouais, ouais, ouais. ce sera à suivre aussi. Ouais, ce sera à suivre aussi. Mais sinon, voilà. Après, on peut rentrer je pense que côté homme, la catégorie où qu'on attend le plus de choses, c'est les 93. Ouais, ça va être vraiment un battle royal, Les, je pense. les 93, ça va être fou. Parce que il y a de tout là-bas. Mm. Il y a des gros squatteurs. Donc, je pense à Rico. Il y a des gros benchers. Donc, bon, je Gabriel repense Beg. encore à Rico. Je pense encore à, ah oui, Gabriel Beg. Oui, Mais je Gabriel pense Beg, aussi ouais. à Rico. Ouais. Euh, et il y a des Et gros deadlifters. Pierre des Renaud, énormes Tyson. Tyson, ouais. Et C'est une du folie. coup, ouais, franchement, ça va être vraiment ouf. Après, bon, je pense pour moi, un des enjeux de ce match, ça va être de voir comment Rico a géré l'après-monde. Parce que je pense que si Rico est sur son top niveau, il est sur un niveau difficilement atteignable, je pense. Ouais, Parce que bah, du coup, là, il a fait 8,30 au monde avec de la marche. Parce que bah, du coup, il fait 2 sur 3 au squat. Au terre, pareil, il a de la marche parce que du coup, il tente le pull pour la victoire. Mais bah, du coup, il avait de la marche par rapport à son deuxième essai. Donc je pense qu'il était home sur des bases de 8,40. ouais. Je pense que ouais, là, l'enjeu de ce match, ça va être de voir comment Rico a rebondi après les mondes. Si Rico est à Exactement. son prime, je pense que ça va être très compliqué pour les autres de l'attendre. Du coup, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, Euh, ensuite, tu vois qui deuxième? Deuxième, franchement, bah, en fait, c'est dur parce que Gabriel Beg, bah, là, il avait fait 8-10 au dernier Arnold avec une tentative à 8-20, mais ça remonte, hein, c'était en mars, je crois. Ouais, On a Tyson qui est en feu. On a aussi bah, du coup Pierre Renaud qui est en feu, qui a fait 8-12 à sa dernière compète. Donc ouais. franchement, je sais pas. Franchement, ça va être. Après, je mets quand même une pièce sur Tyson et Pierre Renaud parce que bah, c'est des lifters et ils vont tirer pour. En plus, enfin, l'année dernière, il y avait une belle bagarre pour le record de France avec Pierre Renaud qui avait fait une tentative à 3,50 vraiment Ouais. incroyable. Donc franchement, là, j'ai vraiment hâte de voir le match. Ça va être vraiment du spectacle, je pense. Ok, du coup, tu veux pas donner de un 2 3. Bah, en tant que Scovien, j'aimerais bien dire top 2 Rico et Tyson. Après, Ouais, sur la plateforme, on verra ce qui se passe. ok. Du coup, c'est toi qui vas gérer le match de Tyson en Ouais, c'est plus. ça. Du Ok, coup, ouais, ça va être. il y aura Stanley qui gère le match de Rico et moi qui gère le match de Tyson. Donc ça va vraiment, vraiment être intéressant. Ça va être pas mal. Du coup, moi de mon côté, j'avoue, comme tu l'as dit, je pense que en vrai de vrai, même si Rico a mal rebondi, par exemple, après les championnats du monde, on prend cet exemple-là, Mhm. bah, je pense qu'il est quand même intouchable. Ouais, Et je pense que et s'il a rebondi en plus, je pense qu'il est encore moins touchable. Tu vois ce que ouais, je veux dire? Je pense vraiment que Rico, bah au final, bah quand tu regardes son palmarès un peu, bah c'est lui qui a tout le temps été champion en ouais, bien sûr. 93, tu Ouais, vois. bien sûr. Ça veut dire qu'au final, je pense pas que le mettre dans la discussion du match, c'est intéressant, enfin intéressant, selon moi. Ouais. Après, tout peut se passer, bien Mhm. évidemment. Donc pour moi, je vois Rico premier sûr à 100%, sans lui porter la poisse, bien évidemment, hein, sauf si douleur, etc. Bon, je connais la prépa de Rico, je sais ce qu'il a fait en entraînement, mais je ne dirai rien. Du coup, voilà quoi, je juge comme je jugerais si je ne connaissais pas sa Ouais. préparation. Deuxième place, j'avoue que en fait, je suis biaisé parce que, comme tu l'as dit, on est des Iscoviens. Ouais, bah ouais, Donc, forcément. deuxième place, j'ai envie de hurler Tyson. J'ai envie de, genre, je le vois déjà tirer le monde en dernière barre pour prendre cette deuxième place. Même peut-être tenter le col de la première en mettant 400, genre. Donc, j'ai envie de dire Tyson en deuxième. Et du coup, en troisième, je vois Pierre Renaud. Parce que, comme tu l'as dit, ils ont l'avantage au deadlift. Ouais, c'est Donc, ça. C'est ça. ils pourront mettre.
ils pourront assurer le 6 sur 6 au squat et au bench, Ouais, et ensuite mettre ce qu'il faut au deadlift. Parce ouais. que Gabriel Beg et Paco, ben, ils ont des bons deadlifts, mais c'est très loin de ce que Pierre Renaud et Tyson sont capables de faire, tu vois. Mm. Et donc ça veut dire qu'ils pourront ajuster. En plus, le record du monde, enfin, le record de France, il est à 342,5. Donc ça veut dire qu'ils vont être très rapidement au-dessus, tu vois ce que Ouais, je veux dire. ouais. Je pense dès leur deuxième barre, ils sont au-dessus du Il record avait de fait France. combien, hein, sa qualif, Pierre Renaud? Pierre Renaud, il a fait 3,50. Ah oui, ok. Ok. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc les deux, je pense, dès leur deuxième barre, ils seront au-dessus du record de France. Mm. Et du coup, après, ils auront juste à ajuster le tir en mettant 3,56, 3,51, 3,48, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Et ça, c'est un avantage qui est non négligeable, tu bien sûr. vois. Mm. Ouais, donc vraiment hâte du coup de cette catégorie. Ouais. Bon, en plus, bah, on sera sur le plateau, donc encore C'est plus, ça, on on va va pouvoir vraiment vivre vivre ça à ça. 100%. Vraiment, ouais, ça va être le De kiff. fou. Ensuite, il y a aussi la plateforme des 105, Ouais, qui va être intéressant. où normalement, je devrais gérer le match de la fusée H3000. HT. En fait, en En 105, c'est un peu. Bon, je pense que le top 2 sont largement au-dessus. Donc, Eliam, Ouais, Corentin, ils vont faire ouais, leur bagarre de leur côté. Mais après, ouais. derrière, bah, il y a des gens qui ne sont pas inscrits. Mais entre le troisième et le 11e, tout le monde était entre 800 et 810. Et c'est vraiment. Tout le monde est vraiment proche. Alors là, celui qui est inscrit 8e, du coup, c'est Luc, qui est Uscovien. Il est inscrit à 792, mais le connaissant, on sait qu'il est capable de bien plus. Et Ouais. enfin, même lui peut faire podium alors qu'il est inscrit à la fin du groupe. Vraiment là, ça va être là aussi une grosse bataille. Donc là aussi, ça va être cool. Ouais, ça va être pas mal. Entre Eliam et Corentin, tu vois qui devant? Corentin. Corentin. Corentin, en termes de. Ouais, Corentin, je pense que bon, un, l'expérience. Ouais, Corentin, il a beaucoup plus de compétition dans le sac que Eliam. ouais. Et deux, bah, au vu de ce qui se fait là, en ce moment, j'ai l'impression que Corentin, il va sortir une belle performance quand même au championnat de France. Et puis Du coup, je pareil, vois. bah, je pense qu'il aura aussi à cœur d'effacer un peu la contre-performance des mondes comme Yanis. Donc ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Du coup, ouais, je vois un Corentin, deux Eliam. Et après, en troisième, je vois la fusée Ouais, H3000. ça va être drôle. Je vois, ah gros, je vois Henri-Claude Gilles, gros, en troisième. Après, encore une fois, je suis biaisé, mais parce que c'est un Uscovien. Mais j'ai envie de voir troisième, ex aequo, Luc et HC, genre. Ils sont tous les deux sur le podium à se tenir à la main, genre. En Toi, tu vois plus, qui à la troisième place? les deux niveau terre, ils sont à peu près sur les mêmes bases, je pense. Du coup, Ouais, je sais même pas qui dépassera l'autre au terre. Franchement, ouais, c'est vrai. ça va être cool. C'est vrai. Qui a annoncé troisième, là, pour l'instant? C'est. Attends, je suis plus sur les. Il avait fait 8-15, je crois. Ouais. Attends, c'est où les 105? C'est Ronan, où? un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Ronan. Ronan Cohen. Ronan Caen. Ouais. Il a combien au terre, lui, tu sais? Il s'est qualifié avec combien au Attends, terre? je vais regarder. Parce qu'en vrai, ça va jouer sur ça, en vrai, de vrai. Du coup, il a. Avec le podcast, la connexion elle est longue. Il a 3-10 au terre. Donc un petit peu en dessous d'HC de lui. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, ça veut dire que si Luc et Par HC, contre, ils font. énorme squat, hein. 3-10, tentative à 3-17. Ah ouais, pas mal. Ouais, Ah ouais, j'avoue, pas mal. En plus, le point faible de HC, c'est le squat, effectivement. Donc en fait, c'est quoi? C'est prendre le moins de retard possible sur le squat. ouais, c'est ça. Et Il a gros combien au point. bench? Il a combien au Euh, bench, lui? je viens d'enlever, mais je crois avoir vu 180, un truc comme ça. Ok. En Et vrai, du attends. coup, bah, il y a aussi un autre enjeu qui va être Le record de 190, France au bench. 190, mais il a déjà fait 195. Ok. 197 même. 197 Ok. en 2023. Ok, d'accord. Ok, Donc d'accord. ouais, il y a aussi un autre enjeu, c'est record de France au bench avec du coup actuellement là il est à 2,15 je crois, poussé par Corentin au championnat du monde Ouais, ou c'est ça, au 2,12, championnat du monde 2,15. de 15. Ouais, De et 15, ouais. du coup bah il y a HC la fusée qui Il a est fait combien sa qualif de 12,5, non? de 12,5 ouais, c'est ça. Il y Ouais, a beaucoup. Eliam, il a fait combien au Il a fait 200. Il a raté 2,10, il me semble, OK. au monde universitaire. Je crois qu'il l'a loupé, mais je suis pas sûr, faudrait vérifier. Et ouais, du coup, après, il y a Corentin qui a fait 2,15. Et du coup, il y a qui d'autre en bencher? Ah, bah, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout. Du coup, ouais, j'avoue, j'ai envie. Encore une fois, après, je suis biaisé encore une fois, mais j'ai envie de mettre une pièce sur la fusée H3000, gros, pour Ouais. le record Bon, de France au bench. on suivra ça, ça va être cool. Et puis après bah il y a aussi moins de 120 hein. Franchement ça va être sur le même plateau que toi, franchement. Ça va être aussi être une belle compétition. Bon, je pense que le premier, Nicolas Perrault est intouchable. Ouais, ouais, Je le parce qu'en pense fait, intouchable.
Oui, J'aurais pu te dire, ouais, peut-être qu'il est touchable s'il rate des essais, mais Nicolas Peros, il est bah c'est connu ça. pour rater Genre, quasi rien. enfin, j'avais regardé là sur Open Powerlifting, du coup, il y a toutes les compétitions listées. Ouais. Ça sera du coup sa 21e compétition FA. Et genre, ses 20 dernières compétitions, à chaque fois, il a fait un meilleur total que la compétition d'avant. Ah Et du ouais, coup, là, 907,5 au monde. Donc, bah, on peut le voir au moins sur une base de 910 minimum si la prophétie est respectée. c'est vrai, je Donc, suis d'accord ouais, avec toi. franchement, je pense que Nicolas Perrault, intouchable. Et Ouais, Nicolas Peros intouchable. puis après, derrière, tu veux en parler? Bah, derrière, ouais, il y a le match Brutus contre Sosa. Bon, dans les chiffres sur la compétition, Brutus est énormément en avance. Il me semble Mhm. qu'il est inscrit à 8,72,5. Ouais, c'est ça. Tandis que Sosa, il est inscrit à 8,25, si je dis pas de 35. bêtises. 35. 35. Ouais. Ok. Donc ça fait que, ouais, sur le papier, on aurait la facilité de dire Brutus deuxième. Mais je pense que il peut y avoir une surprise. Du moins, j'espère. Parce après, au final, ça revient à discuter tout ce qu'on disait avant, tu vois. Ouais. Euh, Brutus, il a le Ouais, deadlift. c'est Et ça. ça lui C'est ça. met un avantage pas possible. Maintenant, bon, après, je suis biaisé parce que je suis le coach de Sosa, tu vois. Mais si au squat et au bench, Sosa prend l'avantage, ça va forcer Brutus à tirer lourd sur le terre. Et en plus, un Non. petit avantage, même si bah, le meilleur avantage c'est quand même d'être plus fort au terre, mais un petit avantage c'est que Sosa il est sur des bases de record de France au squat et au bench. Ouais, Du c'est vrai. coup, ça permet d'avoir un petit Ouais, 0,5 supplémentaire. c'est vrai. Et le record au terre en moins de 120, c'est 70. 3,55, je crois. 3,55,5 ou 3,55. Ah, je croyais que c'était Nicolas plus. Perrault. Ah, donc ça veut dire que Brutus est potentiellement sur ces Ouais, bases-là aussi. Ah, exactement, je c'est croyais que ça. c'était Ça un veut petit dire. peu plus. Ok. Ah ouais. Il me semble que c'est 3,55. Bah attends, tu sais quoi, j'ai mon tel, je vais vérifier en Ziac. Mais il me semble, hein, dans mes souvenirs, c'était ça. Parce que Après, là, peut-être que Nicolas, au championnat du monde, il avait tenté 3,75. ouais. C'était pas passé. Et avant cette barre-là, il avait fait 3,50, 55. je crois. Ouais, il avait Ah, fait non. 3,25, 3,50, 3,75. Donc ouais, faudra voir, puisque bah, potentiellement là sur les trois mouvements, il y aura des records de France qui vont tomber. Ouais, 3,55,5 le record de Ok, France. donc je le voyais un peu Putain, au-dessus du coup. Et peut-être un jour, on devra faire un quiz. Un quiz sur les trucs comme ça, gros. Ça pourrait être pas mal. Parce qu'il y a la tête d'homme que je crois que je suis incollable. du coup, le record au squat c'est 3,36, un truc comme ça, je crois. 35, Euh, 36. ouais. Ah, t'es incollable, hein. Attends, Despi. Je crois que c'est. Attends. Je sais que c'est autour de 3,30, mais je crois Je que le sais que Sofiane Belkissir, il a fait 3, je crois. Non, c'est 3,35 gros, le record de France. 3,35. Ok. Ouais, Donc je vérifie. Et c'est. Attends, 3,35. et au bench c'est 222, puisque Ouais, 222,5. L'année dernière, 222,5. Sosa avait pris le record, et là, Nicolas Perrault l'a poussé au championnat du monde. Exactement. Il y a un master qui est passé entre les deux, d'ailleurs, je crois. Ah ouais? Je sais pas si c'était avant ou après. Je sais pas si le master, il a fait 2,20 et donc sur ça, on a fait 2,20,5. Ou si on a fait 2,20,5 et le master, il a fait 2,21. Mais je suis pas sûr. Bon, ça Donc, change pas grand chose à 105 grammes ouais. près. Mais du Ça coup, fait ouais, que, ouais. là, sur les trois mouvements, bah, potentiellement les records qui vont tomber. Ouais. Donc, Et ça sera. du coup, Et plus le record total, je pense. bah là, vu que du coup c'est deux profils différents avec bah, Sosa qui a l'avantage au squat et Brutus qui a l'avantage au terre, dans ton plan de match, comment tu comptes gérer ça? Oh, c'est toi qui as. Non, non, en fait, ben, je pense que toute personne n'ayant pas le deadlift a la même stratégie. C'est-à-dire prendre le maximum de Ouais, c'est points. ça, c'est Ça ça. veut dire qu'en gros, si on voit que le record de France au squat il est à 3,35, bon, si on peut mettre plus que 3,35,5, on va aller chercher 3,35,5, tu vois. En général, quand tu as l'avantage au terre, sur les records de France, tu te contentes de mettre 0,5 pour assurer ton record Ouais. et assurer le record et pouvoir le reproduire l'année d'après et l'année d'après et l'année d'après. Mais là, je pense que quand tu as un retard au terre, tu peux pas te permettre de te cantonner à uniquement conserver ton record de France. Donc il faudra aller plus haut que 3,35,5, tu vois ce que je veux dire. Pareil pour les développés couchés. Si on peut aller plus haut que de 22,5, que de 23 du coup, Ouais. ben, on va aller chercher à aller plus loin que de 23, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'au final, si on reste sur du, regarde, si on reste sur du 3, on va dire, hein, hypothétiquement, Sosta il fait 3,35,5 au squat. Il a le Mhm. record de France au squat. Je parle hypothétiquement parce que bah, ça va pas être aussi facile que ça, tu vois. Bah, il y a Nicolas Ouais, Perrault bien sûr. qui peut pousser son record de beaucoup. Et deux, ben voilà, bref. 3,35,5. Ensuite, on voit le bench, c'est 2,23. Pareil, donc 3,35 plus de 3,35,5 plus de 23, ça fait. Attends, excuse-moi, je suis nul en calcul. 3,35. 3,35,5 plus 223, ça fait 558,5, tu vois. Et on va dire que Sosa, il deadlift 300. Plus 300, ça fait 8,58,5, tu vois. Ça fait même pas le total d'inscription En que en fait, là, c'est ça. Brutus. Le scénario, c'est si t'es un squat spécialiste,
mais que tu es au-dessus potentiellement de ton adversaire, bah en fait, cette stratégie de prendre des risques sur ton squat, elle est pas forcément viable. Tu vas plutôt chercher à assurer tes kilos si tu es au-dessus Exactement. en termes de total. Mais là, en fait, bah là, c'est un peu double peine parce que t'as pas le terre, mais en plus, t'es potentiellement un petit peu moins fort, enfin, Ouais, sur les chiffres ouais, non, globaux. t'es en dessous, ouais, clairement, on peut le Donc dire. ouais, il faut prendre des risques et bah, prends les risques parce que sinon, de toute façon, même si tu les prends C'est pas, les ça. risques, c'est mort, tu vois. Exactement. Surtout qu'il me semble qu'après, en dessous de Sosa, le quatrième, il est inscrit à 7,70, je crois, non? Ouais, c'est ça. Donc, on peut dire que potentiellement le podium il est assuré. Donc, Ouais. ouais. Si il n'y a pas erreur et si tout le monde fait une compétition correcte, effectivement, ouais, le podium, il est truc. Donc ça veut dire que vu que la troisième place est assurée, même si j'aime pas dire ça, Ouais. ben on peut tenter de Prendre des tout risques. donner pour aller chercher la Ouais, deuxième c'est barre, ça. tu vois, la troisième place, tu vois. Quitte à louper le troisième essai au squat et au moins se dire aucun regret, Ouais, on bien aura sûr. tout donné, tu vois ce que je Bien veux sûr. dire. Parce que c'est ça la difficulté. Quand t'as pas le deadlift, c'est trop compliqué parce que tu peux pas ajuster le tir. Tu vas jamais tirer derrière lui. L'opener de Brutus, ce sera même pas la troisième barre de Ouais, Sosa, c'est je ça. pense, tu vois ce que je veux C'est ça. dire. Et ça fait que, voilà quoi. Et je pense que vraiment, si on prend pas les risques au squat et au bench, on n'a aucune chance de gagner. Ouais, je suis d'accord. Après, niveau pourcentage de chance de gagner, je dirais pas qu'on est à 100%, je dirais pas qu'on est à 90%. On a très peu de chances de gagner, mais on va dire qu'il y a une petite fenêtre. Ouais, Et bien il sûr. faut qu'on se vise cette petite Et fenêtre. il peut tout se passer en compétition, hein. Exactement. Et ensuite, je vois en quatrième place Michael Troy Davis. Ok, ouais, bah du coup, en quatrième place, après, il y a 4 personnes, 7,65, 7,70. Et du coup, Luscovien, Michael. Donc, Exactement. Et quatrième place. Quatrième place dans mon cœur. Non, en vrai de vrai, je pense qu'en quatrième, il y aura Guillaume Manzalones. Je vois qu'il est en train de ouais. faire un petit retour là. Donc je pense qu'il va être sur une base à 800 plus. Et avec une base à 800 plus, ça lui assure la quatrième place, je pense. Et du coup, cinquième, j'espère que Michael Troy il va pouvoir se débrouiller pour arriver cinquième, tu vois. Je sais qu'il y a Eric. Eric, il a un très gros squat. Ouais. Mais je sais qu'aussi sur les deux autres mouvements, Ouais, c'est ça, il Michael, est un il a peu en retard. l'ascendant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc prendre le moins de retard possible sur le squat. Sachant que je pense que Eric, il va être sur la base. Bon, Eric, je peut-être crois sur la base. en fait, il est encore junior, Eric. Et Ouais. au championnat de France junior, là, il avait tenté le record de France qui est à 3,31. Du Ouais. coup, je pense que Eric bah, sera sur cette base, qui voudra tenter cette barre. Ouais, Euh, 3,35, ouais. ah oui, parce que c'est les championnats de France C'est Open, du ça, coup, tu peux exactement. pas plus et demi en junior. Du coup, Donc, ouais, ouais, 3,32,5. 3,32,5. Et du coup, ça fait que avec Michael Troy, il faudra qu'on prenne le moins de retard possible sur le squat en sécurisant les essais pour essayer d'aller choper cette cinquième place, tu vois. J'aimerais pour sa première participation au championnat de France qu'il soit pris dans le match et qu'il se donne à 300%. De toute façon, je le connais, je sais que ça va bien lui plaire la plateforme des France et j'espère que les performances vont suivre et puis voilà. De toute façon, après, j'ai confiance en toi, hein. Donc ça veut dire que je sais que tu sauras prendre les bons calls. Et en plus tu vas affronter ton petit Kevin. Ouais, c'est ça, parce que du coup, donc, le coach veut. donc dans le même plateau, tu vas faire Sosa contre Brutus. Ouais. Et ensuite derrière Michael contre Eric. Courage mon gars. Et en plus, dans le même plateau, tu vas faire Bobby contre Boucher. Ouais, bah du coup, on allait en parler là, en plus de 120, du coup, bon, bah, première place, moi je vois Bobby, non, je rigole, enfin Stanley, évidemment. Et du coup, en deuxième place, match entre Bobby Luscovien et Charlie Boucher, qui du coup est fraîchement monté en plus de 120. Tu sens comment Bobby par rapport à ça? En plus, c'est drôle parce que les deux ils sont potes, donc Ouais, c'est franchement, ça. ça va être drôle. Après, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que nous, les nounours, donc les grosses catégories, moins de 120, plus de 120, on s'aime tous. Il n'y a pas de rivalité, de rivalité malsaine. On se parle tous sur les réseaux. On se donne un maximum de force quand on peut. Charlie, je lui parle beaucoup. On s'encourage, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait que c'est vraiment un bon délire. Donc quand on dit match, c'est vraiment le match qui va être marrant, tu vois. Donc Charlie va sortir de son squat après que Bobby l'a encouragé. Et quand Bobby va aller sur son squat, En plus, Charlie sera là à ouais, c'est ça. l'encourager. Tu vois ce En que je veux plus, dire? enfin, je sais pas trop comment est Charlie, mais je sais que Bobby, c'est pas l'athlète qui reste dans sa hype et qui parle pas. Bobby, il parle tout le temps, donc ça Ouais, va se c'est ça, vanner en salle de chauffe et ouais, tout, ça va être c'est drôle. ça exactement, ça va être bien drôle. Et franchement, hein, les compétitions en plus de 120, c'est un kiff. On s'aime tous, on n'a pas d'animosité l'un envers l'autre, etc. Donc c'est un beau kiff. Donc je pense que sur le squat, Bobby va avoir l'avantage. Ouais. Il va avoir un bon avantage au squat, je pense. Au développé couché, là, il y aura match. Avec moi d'ailleurs. J'espère que je vais pas me faire laver par les deux. Et ensuite, au deadlift, Charlie il est devant. Tu vois, et donc ça veut dire qu'en fait, c'est Charlie pourra tirer ce qu'il faut pour tirer. Mais Charlie ne sera pas sur la base du record de France au soulevé de terre. Donc ça veut dire il pourra pas jouer sur pile le 0,5. Il devra aller chercher 2,5 au-dessus. Et je pense que si Bobby réussit un bon squat, bah ça va faire Charlie tirer beaucoup, beaucoup au soulevé de terre.
Sachant que Charlie, comme il est monté de catégorie, ben, il s'est coltiné le problème des plus de 120. C'est le verrouillage au soulevé de terre qui est un peu compliqué quand tu prends du poids. Et donc, il est en train d'affronter ça en ce moment. Donc, ça fait que, ben, il est en devant au terre, mais pas autant devant que Bobby sera devant au squat, je pense. Du Ok. coup, je pense que ça va faire, ouais, un, moi, deux, Bobby, trois, Charlie, quatre, Hugo 4 Mazarotti. Hugo, Perici, Hugo, bah, Mazarotti. j'allais dire Perici, Mazzarotti, ouais. Mais par contre, si Bobby fait deuxième, je suis content parce que Charlie, à chaque fois qu'il a compétité contre Bobby, il a Ah, il a gagné. battu, ouais. Ouais, c'est ça, ça ferait la première victoire de Bobby face à Charlie. Ouais. Et aussi, du coup, accessoirement, la première victoire de Bobby et moi, parce que les fois où Bobby perdait contre Charlie, c'était quand il n'était pas coaché par moi. Et donc là, ça va être possiblement la première victoire de Bobby face à Charlie. J'espère qu'il va le battre et gagner au bench. Et que Charlie ne va pas faire plus de bench que moi. C'est tout. Ouais, donc là, il y a plein de micro-confrontations à l'intérieur de la confrontation. C'est ça, Voilà, exactement. donc bah, championnat de France, voilà, donc c'est la semaine prochaine. Là, on est jeudi, le podcast sortira Ouais. lundi, je pense. Donc, bah, ça sera fin de semaine quand vous écoutez le podcast. Donc, voilà, franchement, ça va être vraiment du kiff. Ouais, ça va être un bon kiff. Franchement, ça va. Selon moi, hein, c'est la meilleure année des championnats de France. C'est Bah la ouais, meilleure année. ouais. En, C'est la en meilleure, termes meilleure, de, meilleure. en, en termes de, chez les femmes pas trop, mais chez les mecs, il y a tout le monde. Il C'est n'y a ça. pas de, Il y pas a de tout le monde. grand absent. Il n'y a pas de grand absent. Il y a tout le monde au championnat de France et franchement, Ah, c'est c'est ça. pas mal, tu vois. Chez Il les y a femmes, des du têtes coup, ouais, chez les femmes, on n'aura pas Jade ni Lia, mais chez les ouais. hommes, il y a tout le monde. Ouais. On n'a pas Jade, on n'a pas Lia. Attends, il y a qui d'autre qui n'est pas là? Je crois Ah si, il y a Amélie Merger. Si elle est là, Euh, Après, en moins de 84, il n'y a pas Émilie Mouchet, mais bon, c'est une junior. ouais. Et sinon, ouais, il n'y a pas de. Exactement. Ouais, non, c'est vrai que ça va être pas mal. Et même le match en vrai de vrai, même le match des 57, là, il va être pas mal aussi. Ouais, Le match pour la première place, il va être entre Océane et Sauvan. ouais, mais Même si après, je pense ouais, que Sauvan, elle est devant. ouais. Et après, par contre, la 3, la 4, la 5, donc Camille Adris, euh, Allison, Allison, bah, il y aura un gros match. Elles sont toutes inscrites à 4,27,5. Du ouais, coup, il y c'est ça. aura un gros, gros match. Il y en a même 4, du Ouais, coup, je de sais. la 3 à la 6. Hmm. Ouais. Donc, et en plus, De la on a 3 à la Camille 6. Ah ouais, Adris, 4, ouais, de la 3 à la 6, ouais, ouais, bah ouais. Camille Adris et Allison qui montent de catégorie. Donc, Ouais, franchement, ouais, à ça va surveiller. être, Hmm. elles auront, ouais, pas mal. Camille Adris, elle est inscrite à 4,35 ou 4,27,5? 57, elle est inscrite à 4,35 et Allison 4,27. Ok, d'accord. Ouais, du coup, c'est à Après, partir de la Allison 17. 4,27, c'est un total qu'elle a fait en 52. 52. Alors que Camille Adris, C'est c'est un ça. total qu'elle a fait en 57. Ouais, c'est ça. Du coup, à voir. À voir, ça va être un beau match aussi, les 57. Voilà, bon, bah, tu voulais rajouter un truc un peu sur les France? Sur les championnats de France, à part que, bah, comme je l'ai dit, hein, je pense que ça fait plaisir de voir que les athlètes élites, les internationaux, entre guillemets, viennent sur la plateforme des championnats de France. Ça rend le championnat de France encore plus élitiste, entre guillemets, et ça fait pas mal. J'aime bien, j'aime beaucoup. Il y aura des belles performances, il y aura des gros matchs, et franchement, ça fait plaisir. Je suis content de pouvoir y assister du début jusqu'à la fin. Donc de pouvoir voir, hein, parce que en 93 je vais gérer Rico, en 105 je vais gérer HC, en moins de 120, plus de 120 bah, je compétite et j'ai mes athlètes, j'ai aussi en 83 groupe B, tu vois ce que je veux dire, donc ça fait que je vais être un peu partout, je vais Ouais, pouvoir analyser un peu tous les matchs, etc. Et donc franchement je pense qu'il y aura un beau, 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 beau kiff, ça va être une très belle compétition. je suis totalement d'accord. Voilà. Ok, bon bah on passe un peu à la suite. Dans le dernier podcast, on avait parlé, là c'est un peu un sujet coaching, on avait parlé du coup comment être un bon athlète. Toi, qu'est-ce que tu attends en tant que coach d'un athlète? Du coup, on avait parlé ça hein, dans les entraînements, et moi j'aimerais voir, bah, du coup on en parlait beaucoup là, la compétition avec les championnats de France, comment être un bon athlète en compétition. Toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu attends de ton athlète pour qu'il soit le plus gérable entre guillemets possible en compétition? Déjà dans la première partie, une transparence, transparence totale. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans la prépa, je dois être au courant. Ouais, C'est-à-dire que, euh, le cut. Parce que souvent, mes athlètes, ils aiment bien gérer leur cut dans leur coin. J'aime bien avoir des informations là-dessus, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, tu me dis que tout s'est bien passé alors que tu as fait 5 heures de course, tu ouais. as fait du tapis, etc., etc. Tu vois ce que Mm. je veux dire. Deux, comment dire, bah déjà, un athlète qui n'est pas un ego lifter, entre guillemets, qui veut pas toujours qu'on être là, je lui envoie son plan de match, il m'appelle, il me dit ouais, je veux mettre plus, je veux mettre plus. Faut comprendre qu'en compétition, tu vas pas chercher à ATPR. Ouais. À part si t'es dans groupe C, t'as Ouais, pas de c'est ça. match, t'as pas Ah d'enjeu, ouais. tu peux aller tenter des trucs, ouais. Mais si t'as un match, à partir du moment où t'as un match, il faut assurer ce match-là Exactement. et assurer ta place, tu vois ce que En je veux fait, dire? il faut faire la barre que tu es capable de faire et pas celle que tu as envie de faire.
Ah, exactement. Ça veut dire que si en gym, tu as fait une 2,60 au squat qui est passé avec beaucoup de marge et que tu aimerais tester 2,70, bah non. Mieux vaut aller chercher 2,60 et répéter l'effort Hmm. parce qu'on sait jamais, tu vois. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu quand tu es en compétition. Il y a le cut, comme je l'ai dit, il y a la plateforme de compétition, si c'était premier ou non championnat de France, il y a la pression de voir tes autres concurrents, voir en salle de chauffe, il y a, il y a tous les ennemis à abattre, entre guillemets, dans la même salle de chauffe que toi. Tout ça, ça rentre en jeu et ça peut te faire, entre guillemets, stresser, paniquer, perdre plus de kilos que prévu, mal te réhydrater, etc., etc. Et au final, ben, mieux vaut aller chercher à faire ce que tu capable de faire et ce qui est le plus intéressant pour la suite du match, plutôt que être un peu un ego lifter. Pour aussi être un bon athlète, l'autre point, le dernier point que j'ai envie de soulever, c'est aussi le... Bah non, il y en a encore deux. Il y a le feedback. Hmm. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est capable de me dire, ouais, là, je me suis senti bien. C'est pas, tu sors de n'importe quelle barre et tu me dis, je suis super bien, on peut rajouter 10 kilos. Ça ne Alors sert à que rien. tu étais en train de mourir sur le deuxième match. Exactement. Il faut comme qualité, il faut que la personne soit quand même objective. Mais Genre en objectif, mode, genre, moi, sur l'objectivité, sur la compète, mais même, enfin, avant, tu vois, quand je t'envoie le plan de match, me exactement. dis pas que t'as envie d'ATPR plus 10 au squat, alors qu'en dernière semaine de picking, t'étais déjà à la mort. Enfin, me dis pas, ouais, mais le taper, c'est pas magique. En fait, faut être Exactement. objectif avec ce que t'es capable de faire. Exactement. Ça veut dire que faut pas imaginer que le taper va te rajouter 40 kilos sur Ouais, ton c'est ça. squat. Parce que c'est pas le cas. Le taper, il va te permettre d'être un peu plus en forme et peut-être de gagner peut-être 2,5 kilos sur la barre potentielle que tu pouvais faire et te permettre d'être plus rapide sur des barres que tu avais déjà faites auparavant. Mais c'est pas magique. Ça veut dire Yes. qu'au final, faut que tu sois objectif. Ça veut dire que tu sors de ta barre, tu me dis, ouais, bon, coach, là, j'ai juste fait une erreur technique. Donc t'inquiète pas, on peut suivre le plan. Ou là, non, coach, j'avoue que je suis pas en forme. Peut-être le refit était mauvais. Donc je préfère qu'on assure. Et du coup, là, on assure. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère avoir un athlète qui, entre guillemets, est objectif et qui se sous-estime un petit peu et qu'on fait des belles barres avec beaucoup de marge sur la plateforme, plutôt que quelqu'un qui ne veut pas être objectif avec moi et au final me dit ouais je veux mettre 400 alors qu'au final potentiellement il n'avait que 350. Et en fait, je pense que c'est important de séparer si ton athlète a fait une compétition comme ça, enfin, c'est un athlète qui débute, il fait une première compétition, et une compétition où tu as un match. Parce que du coup, c'est vraiment deux choses différentes. Tu vois, par exemple, là, l'athlète qui va donner le feedback et toi, derrière, tu vas ajuster ton essai. Tu vois, par exemple, si on reprend de ce qu'on parlait avec Sosa contre Brutus, j'ai envie de te dire, Sosa, si sur la deuxième barre, il me dit je me sens pas bien, bah, en fait, on doit prendre des risques. Donc, on va y Donc aller. dans tous les On cas, va y aller, tu vois. exactement. Il n'y a pas d'intervalle bas, ce sera que Ouais, d'intervalle ouais, haut. c'est ça. Mais si on prend l'exemple de, par exemple, Juju ou Karl, qui eux bah, sont dans le groupe B et donc veulent juste aller, enfin veulent juste, on vise de total groupe A, bah là il y aura un peu plus de marge de Ouais, c'est ça. manœuvre. Ah, tu te sens pas bien, on ajuste le tir, tu vois ce que je veux dire? Et souvent, t'as des gens, ils comprennent pas trop que en fait, une compétition, c'est long et ils se sentent bien sur le squat. Et en fait, souvent, descendre un tout petit peu tes attentes au squat. Par exemple, t'es capable de squatter 200, bah, essayer de garder un petit peu d'énergie et squatter 197, bah derrière, ça va te rapporter pas mal de kilos sur ton bench et sur ton terre. Parce que tu vas Exactement. squatter 200 à la mort, tu vas cramer toute ton énergie, tu vas arriver au bench, tu seras mort, tu vas arriver au deadlift, tu seras mort. Alors que si t'avais juste perdu 2,5 sur ton squat, bah t'aurais économisé beaucoup d'énergie et derrière tu serais mieux sur ton terre et sur ton bench. Et en fait, il faut voir vraiment Exactement. ça comme un total et pas juste mouvement par mouvement. Tu peux pas voir Exactement. les mouvements de manière individuelle. Et ça, c'est surtout sur le squat parce que bah, le squat, tu commences, t'es frais, mais tu peux pas voir le squat de manière individuelle parce que bah, derrière, t'as encore 3 essais au bench, T'as 3 toujours essais au des terre, possibilités. t'as encore Exactement. potentiellement une compétition qui dure pendant 2 3 heures et du coup, tu peux pas voir les choses de manière individuelle. Exactement. Du coup, un athlète qui est capable de prendre du recul et de Ouais. différencier individualisme de total. Je suis d'accord avec toi à 100%. Ok, bon, tu veux rajouter un truc sur ça? Non, il me semble que non. Non, Ok. non, non. Ah oui, et aussi, ça c'est une petite dédicace à un de mes athlètes que j'ai coaché à l'ACMA. Un, a- un athlète qui n'est pas dispersé. Je te jure, j'avais un athlète à l'ACMA. Je vais pas dire son prénom parce que, voilà quoi. De toute façon, vous allez très facilement savoir qui c'est, hein. J'en avais que deux. Et donc, ça fait que je disais, bon, on va passer sur le warm-up. Je me retourne, je le vois pas. Je le Ouais, cherche partout. Je vois, il est dans son sac en train de fouiller. Ensuite, je lui dis, bon, c'est parti. Parce qu'au final, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on time les warm-up. ouais, c'est ça. C'est pas on envoie nos clients, nos athlètes au warm-up comme ça. Vas-y, va passer là, ta, ta, ta. Non. On prend le temps, soit la veille, soit sur le moment, dès que le plan de match il apparaît. Enfin, dès que le plan de Ouais, compète il l'écran s'affiche, apparaît, quoi. l'écran s'affiche. On calcule pour que on soit pile dans les temps. Ouais, Ça veut c'est dire ça. que
On n'a pas de réserve, on n'a pas de marge. Ça veut dire qu'il faut pas penser que tu es dans ton échauffement comme tu es chez toi. Comme tu es dans ton échauffement dans ta salle quand tu as un top 7 RPE 10 par exemple. Mm. Bah là, tu es chez toi, tu peux commencer ton warm-up quand tu veux, tu peux mettre le temps que tu veux entre tes barres, etc. etc. parce que tu es chez toi. Mais là, tu es sur une plateforme où tout le monde tourne. C'est-à-dire que tu n'auras pas ton rack individuel, tu vas tourner avec d'autres personnes. Et ça veut dire qu'il faudra aller quand je te dis d'aller, tu vois. Mm. Et donc si tu es dispersé, et tu fuis, et t'es loin, et t'es par là-bas, et t'es là-bas, et t'es ici, et t'as pas pris tes bandes, et t'as pas ça, t'es dispersé en fait, bah au final on perd du temps et on perd dans la qualité de notre chauffe. Et l'échauffement, pour moi, c'est quelque chose de vraiment crucial pendant ta compétition. Bien sûr. Si tu mets 25 minutes entre toutes tes barres alors que sur la plateforme, vous êtes que 6 et tu vas passer toutes les 6 minutes, bah au final tu vas être cuit. Mais c'est pareil, inversement, si tu passes toutes les 5 minutes alors que sur la plateforme vous êtes 18 et tu vas passer toutes les 18 minutes, bah pareil là, inversement, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc un athlète qui n'est pas dispersé, ça c'est vraiment quelque chose que j'attends de lui. Je vais pas non plus dire quelqu'un qui est à côté de moi et dès que je me tourne et je lui dis va, il court. Mais quand même quelqu'un reste, qui sait qu'il y a des passages, il sait qu'il y a des moments, etc. etc. C'est pas tu finis le squat, tu finis le bench, tu vas pour t'échauffer au terre, tu disparais parce que tu es avec ta famille en train de parler. Ah oui, tes ressentis sur le squat et le bench. La compète elle est pas finie. Donc t'as fini, tu vas pisser, tu leur dis salut, salut, et tu retournes sur la plateforme. Enfin, tu Ouais. retournes à l'échauffement, tu vois. Moi, ce que je fais avec mes athlètes, c'est que je leur dis, bon, bah là, on sort du squat en fonction des groupes. Je lui dis, bah à telle heure, on se retrouve là, et t'es là. Et je leur dis, ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Quand tu veux aller aux toilettes, ou que tu veux aller, je sais pas, voir ta famille, ou peu importe, tu me préviens. Faut pas que je me retrouve à te chercher dans tous les sens. Là, on doit commencer le Exactement. warm-up, mais je te trouve pas. Je t'appelle, mais au final, tu réponds pas. Non, genre, quand tu vas quelque Exactement. part, si tu t'éloignes à plus de 10 mètres de moi, tu me préviens. Comme ça, je, C'est je ça. sais où t'es et je passe pas ma vie à te chercher. Je suis d'accord avec toi. Ok, bon bah voilà, on a fait un peu le tour de ce sujet. Du coup, on avait mis, on a fait un question-réponse sur Instagram et on a eu pas mal de questions. Donc déjà, merci, ça fait plaisir. On en a eu vraiment beaucoup, hein, donc on en a sélectionné que quelques-unes. Du coup, première question, je vais plutôt te la poser à toi. Est-ce qu'il y a un profil type d'athlète que vous mettez au sync? Est-ce que toi, le sync, tu le diriges que vers un profil type d'athlète? Bah, les gens ils vont avoir pensé que le sync n'est réservé qu'aux poids lourds. Et que les poids lourds sont obligatoirement obligés de sync. Ouais. Et en fait, non. En fait, il y a pas mal de petits points qui te permettent de savoir si une personne peut ou non sync, tu vois. Mhm. Déjà, si tu as un moins de 120, mais il est athlétique, il est capable d'être endurant sur son effort, parce qu'entre guillemets, je vais faire sync ceux qui n'ont pas le cardio d'assumer la position, enfin le cardio, j'abuse, mais en gros, Ouais, qui vont ils avoir du vont, mal à ils vont maintenir. pas. Exactement, ils vont avoir du mal à maintenir leur pontage, à maintenir leur leg drive continu, et qu'au final, tu vois, une rep ça passe bien, mais au final, la deuxième elle est déjà nulle parce que il en peut plus, tu vois. Donc déjà, ça c'est un des critères que je vais voir, que je vais choisir pour mettre la personne au sync. Ensuite, deux, bah, c'est son comportement. Parce que souvent, on a tendance à penser que c'est juste morphologiquement parlant. Non, l'aspect psychologique aussi rentre énormément en jeu. Par exemple, tu as une pile électrique, un mec qui veut envoyer à toute patate, il est excité tout le temps, ben lui, il pourrait, entre guillemets, être plus enclin à faire du sync. Parce qu'au final, le sync, c'est quelque chose d'un peu plus brutal, même si Ouais. c'est très technique, c'est un peu plus brutal et donc il n'aura pas à penser. Donc un mec qui s'excite partout, qui est une brute épaisse, tu vas pas lui faire avoir un pontage en V, un maintien de leg drive continu, un soft touch de qualité pour pas qu'il soit un truc. Non, il va te regarder, il va te dire mon gars, s'il te plaît, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, Matisse, Ouais. c'est une brute épaisse. C'est un mec hyper actif, il veut se challenger tout le temps. Bah lui, je l'ai mis au signe, comme ça, il enfonce dans sa cage thoracique et il renvoie, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, Matisse, c'est pas non plus le poids lourd, tu vois, c'est un moins de 93, voilà. Et pareil, dans les petites KT, c'est pareil. Il y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise avec le sync. Par exemple, Juju, c'est un moins de 74, pourtant il sync. Jade, c'est le moins de 57, pourtant elle sync. Parce qu'au final, c'est des profils qui vont être un peu plus enclins au sync. Jade, je l'ai fait sync parce que elle avait du mal à gérer son soft touch correctement. Elle avait beaucoup de mal avec le soft touch. Ça la faisait appréhender et ralentir encore plus son excentrique. Tandis que laisser un léger enfoncement, ça lui permet de ne pas penser à la qualité du soft, etc. etc. Pareil, Juju, lui, il a tendance à décoller un peu les fesses. Mhm. Et donc ça fait qu'en leg drive continu, ses fesses, elles sont même pas sur le banc. Tandis qu'au sync, on désactive un peu le leg drive et ça fait que quand il enfonce sa barre dans sa cage thoracique, il peut renvoyer en envoyant ses jambes comme il a l'habitude, sans que ses fesses elles décollent. Et pareil, Juju aussi, c'est un profil qui est assez hyperactif. Je me rappelle à l'époque où Juju il était en 66, je devais lui mettre des 10 fois 10, des 20 fois 20 en traction, parce que le boug il voulait pas s'arrêter, tu vois. Il voulait jamais s'arrêter.
Donc au final, ben, ça va dépendre du comportement de l'athlète, ça va dépendre des préférences de l'athlète, et ça va dépendre de sa qualité en tant qu'athlète, entre guillemets. Tu vois, si c'est un mec qui est pas endurant, ben, au final, maintenir la position, ça va être plus un traumatisme qu'autre chose pour lui. Ben, on va aller sur du sync, tu vois. Et ouais, quand tu disais qualité en tant qu'athlète, moi, il y a un truc qui est aussi primordial, c'est sa qualité à maintenir une bonne exécution. Parce que sur du sync, tu peux un peu plus tolérer des petites déviations sur ton excentrique, sur là où tu poses la barre. Bon, évidemment, on cherche pas à le faire, hein. Mais si ça arrive, tu peux plus facilement le rattraper que sur un soft touch. Sur un soft C'est vrai. touch, tu poses la barre à un centimètre d'écart, bah, directement tu prends 3 RPE. Sur un sync, Exactement. tu tolères plus les petites déviations techniques. Exactement. Et un truc dont on n'a pas parlé, depuis un an, là, il y a la nouvelle règle bench. Et du coup, bah, il y a pas Ouais. mal de gens qui se mettent à sync, surtout dans les petits KT, pour tout simplement gagner de l'amplitude. Donc, bah, ça aussi, c'est un truc à avoir. Euh, tu, euh, sans la nouvelle règle, Jade, elle serait sur du sync aussi. Bien sûr. Bah en fait, déjà de la nouvelle règle, elle, bon, même si elle a pris rouge pour les coudes au Girl Power, bah en fait non, Jade, elle a pas ce problème de coude. Enfin, c'est pas pour les problèmes de coude qu'on a mis en place le sync. Ouais. Pour les problèmes de coude, on a resserré un peu sa stance et changé son point de touche. Donc elle avait un point de touche beaucoup plus haut sur son, beaucoup plus bas sur son pont et donc beaucoup plus haut Ouais. vers plus sa nuque. Et donc les Et ça coudes faisait plus qu'elle ouverts. était dans le... Ouais. Exactement. Donc ça faisait qu'elle était dans la règle parfaite. Comme elle a des longs bras et c'est une deadlifteuse et que son pontage, ben on l'avait diminué au fur et à mesure parce que ça lui causait quelques petites gênes. Bah, au final, elle était dans la règle. Mais vraiment, Jade, même s'il n'y avait pas eu cette règle-là, on se serait mis au sync. Et parce qu'au final, ça lui permet de enlever un stress et enlever une pression lors de l'exécution de son mouvement. Ok. Parce que le soft touch, elle appréhendait toujours son soft touch. Il faut que je la pose pile, comme tu l'as dit, il Ouais, faut que c'est je la ça. pose pile au bon endroit. Si je la pose au mauvais endroit, il y a échec. Ensuite, il faut que j'arrive correctement sur mon point de touche. Donc ça fait qu'elle va tempo les derniers centimètres inutilement. Et au final, ça fait qu'elle prend, toute son énergie est axée sur son excentrique et au final, elle a rien accumulé. Et ça fait que son renvoi, il est mauvais, tu vois. Mm. Ok, bon bah voilà, on a fait le tour de la question, je pense. Ensuite, on avait une question qui était plus dirigée vers toi. C'était les différences techniques entre les petites et les grosses catégories. Et la personne, elle a précisé l'évolution de cette année. Donc, quand tu as commencé la force, tu pesais combien? Autour de 100 kilos, on va dire. Ouais. Ouais, Bon, ouais, 100 kilos, c'est 98 kilos. en fait, 100 kilos, ça reste une grosse catégorie, mais t'es grand. Du coup, bah, t'étais Ouais. pas. Enfin, au niveau de levier, t'étais pas forcément considéré comme un gros comme tu Ouais. peux l'être maintenant, tu vois. Et du coup, ouais, donc du coup, l'évolution technique que t'as eu. Enfin, en gros, les différences techniques entre un poids lourd et un poids un peu plus léger, c'est que je dirais vraiment que le poids lourd, vu que il a matière, entre guillemets, ben, Mhm. il va être capable de créer de la force beaucoup plus facilement qu'un poids léger. Ouais, Ça veut dire que l'aspect technique va être moins important sur le ouais, poids je lourd que sur comprends. le poids léger. Le poids léger, va falloir faire gaffe à son pontage. Par exemple, si on reste sur le développé couché, faire gaffe à son pontage, que son pontage soit bien efficient, tandis qu'un poids lourd, tu vas pas lui demander d'aller appuyer son pontage à fond. Tu lui demandes d'avoir une bonne dépression scapulaire, d'une bonne stabilité sur le banc, et il va être capable dans cette position-là de créer de la force, tu vois. Donc du côté optimisation, le poids léger va devoir adopter beaucoup plus d'optimisation, tandis que le poids lourd, lui, ça va être plus être une force brute, entre Ouais, c'est ça. guillemets. Après, il y a bien évidemment des exceptions. Bon, j'en ai pas en tête là tout de suite. Bah si, SSJ Bob, bon après, SSJ Bob c'est plus un 105 qu'un moins de 120, mais en gros, le poids lourd, il va se permettre d'avoir pas des dégradations techniques, mais une technique moins poncée qu'un poids léger, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, même quand je fais mes feedbacks, un mec comme Bobigno, je vais pas lui faire, entre guillemets, revoir sa technique constamment. Non. Tandis qu'un poids léger comme Juju, ou comme Karl, ou comme Jade, bah, je vais leur dire, les gars, va falloir prendre plus de temps sur ci, plus de temps sur ça, va falloir revoir ci, revoir ça. Et moi, personnellement, ma technique, elle a pas vraiment, j'ai pas connu réellement de changement technique. Ça veut dire que depuis que j'ai commencé la force, je sync, je me suis jamais mis à soft touch. Je l'avais mis en bench tertiaire pendant une longue période pour voir un peu d'autres méthodes de travail, mais sinon je l'ai jamais fait. Donc ça veut dire que j'ai toujours sync. Vis-à-vis du deadlift, j'ai toujours été en tradi. Enfin, j'ai commencé en sumo jusqu'à avoir mal au dos. Mhm. Tu vois, c'est pas la prise de poids qui m'a fait passer de sumo à tradi. C'est juste mon dos qui m'a fait passer de sumo à tradi. Donc ça fait que j'avais repris le tradi en moins de 120. Bah, au départ, quand j'ai commencé, j'étais en tradi. Ensuite, j'ai fait une petite phase sumo. Là, je me suis fait mal au dos. Je suis revenu en tradi en moins de 120 encore. Et après, je suis passé en plus de 120. J'étais toujours en tradi. Tu vois. Et pareil, ma technique au tradi, bon, elle a évolué, mais elle a plus évolué par prise d'expérience que par
prise de poids, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, le squat, pareil. Le squat, bah, je suis passé de chaussures d'haltéro à chaussures plates. Je suis passé en chaussures plates, pas parce que je suis devenu un poids lourd, mais je suis passé en chaussures plates parce que les chaussures à talons mettaient énormément de contraintes sur mes quadriceps. Et à l'époque, j'avais pas mal d'irradiation dans les quads Mm. et j'avais pas mal d'inflammation et de micro-déchirures au quad. Du coup, pour limiter un peu l'action du quadriceps sur mon squat, je suis passé à plat, tu vois. Pareil, c'est pas parce que je suis devenu un poids lourd. Du coup, au final, entre mon début de carrière et actuellement, du coup, toujours mon début de carrière, du moins je l'espère, ben, il n'y a pas eu de réelle modification, de différence technique entre les deux, tu vois. Bah, et aussi, je pense que c'est à différencier. C'est pas parce que tu es dans une caté lourde que forcément t'as la même morphologie que tes concurrents. Enfin, par exemple, si on Exactement. prend des 105 qui sont à USCOV, tu prends par exemple HC et Maxime, ils sont dans la même caté, mais Mais ils ont rien à des voir. morphos vraiment à l'opposé. Rien à voir. Bah, même à l'intérieur de. Enfin, par exemple, chez les poids lourds, tu prends par exemple toi et Sosa, t'es dans une plus grosse catégorie que lui, mais Sosa, il a des leviers beaucoup plus courts, tu vois. Il est Ouais, ouais, beaucoup plus tassé, toi t'es beaucoup plus ouais. grand, etc. Donc ouais, il y a pas Exactement. mal C'est ça, il y a pas mal de points. En fait, c'est catégorisé en poids lourd, poids léger, c'est pas la bonne appellation. Ouais, En fait, c'est vraiment la morphologie qui rentre en jeu. Parce que tu peux être un plus de 120, mais t'as un plus de 120, tu fais 130 kilos et tu fais 3 mètres, enfin 2 mètres, ben au final, tu vas pas avoir les mêmes réglages que un moins de 105 qui fait 1m50, 1m62, tu vois ce ouais, que je ouais. veux dire? En- Et en- au final, ça fait que il y a pas de vraies règles pour les poids lourds. Parce que on a trop tendance à dire que les poids lourds, c'est juste les profils comme Mega Gojira, Jesus Olivares, mais tu as aussi des poids lourds comme Cossack Cenk, comme ou moi, même toi. Ouais. on est beaucoup plus grand, on est beaucoup plus long, tu Mm. vois. Et ça fait qu'au final, on n'aura pas à être régi aux mêmes règles. Donc un mec comme Bobigno qui, ben, vu qu'il est beaucoup assis sur le terre, beaucoup assis sur le terre, et du coup ça fait qu'on a qu'un seul terre et on a deux squats. Le squat, il a une grosse transférabilité sur Sur son son soulevé de terre. terre. Mais moi, je suis pas assis sur mon terre, tu Ouais. vois. J'ai des bras assez longs qui me permettent d'avoir une position de hanche un peu plus haute. Et ça fait qu'il n'y a pas autant de transférabilité. Et du coup, je suis sur deux terres, tu vois. Et Sosa, par exemple, lui aussi, il est sur deux terres. Tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie règle générale qui caractérise les poids lourds. C'est plutôt, tu as un poids lourd, tu regardes, petit levier, avantage au squat, ok, donc j'ajuste. Mais par contre, des grands leviers, bah là, j'ajuste aussi, tu vois. C'est pas, ah, mais les deux, ils font 130 kilos, donc les deux, Ouais, je vais ouais, leur faire la même bien sûr. programmation. Loin de là. Ouais, donc en gros, pour synthétiser, c'est pas forcément une question de catégorie, c'est plus une question de levier, de Morphologie. biomécanique, etc. Juste un truc, Exactement. comme tu le disais tout à l'heure, forcément, plus t'es lourd, plus la charge, elle s'applique sur des tissus qui sont plus importants, et donc du coup, bah, la charge s'applique pas pareil. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure aussi, plus t'es lourd, plus tu vas tolérer des petits écarts techniques Exact. qui vont pas t'handicaper comme si t'étais. Exactement. Exactement. Ok, ensuite il y avait une autre question qui nous a été posée pardon, c'est comment savoir si le haut niveau nous intéresse, savoir si on est prêt à tout sacrifier pour atteindre le haut niveau, etc. Donc en tant qu'athlète de haut niveau, vas-y. Bah déjà, j'ai envie de dire, bon, ça va être un peu sec, hein, mais c'est, même si tu as envie d'atteindre le haut niveau, ça veut pas dire que tu vas atteindre le haut niveau. Exactement. Et très peu de personnes vont atteindre le haut niveau. Et en plus, plus la force est en augmentée, moins tu as de chances d'atteindre le haut niveau. Le haut Exactement. niveau, c'est pas. C'est vrai que la force athlétique, en soi, c'est un sport qui est facile. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sport facile? Ça veut pas dire que facilement tu peux atteindre le haut niveau. Ça veut dire que tu prends n'importe quel humain lambda, il est capable de faire tous les mouvements. Là, il est capable Il de est faire un capable de faire SBD. un squat, il est capable de faire un développé couché, il est capable de faire du soulevé de terre. Mais par exemple, tu prends une autre pratique, par exemple le street lifting, tu prends n'importe quel individu, il saura pas faire une muscle up. Mm. Tu prends n'importe quel individu, il saura pas faire une traction. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là que on peut parler de sport facile. Mais maintenant, c'est pas parce que les mouvements sont simples que tout le monde a une base et tout le monde a la capacité d'aller au haut niveau. Non, 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 non. Il y a déjà la génétique, la morphologie qui rentre en jeu. Il y a aussi l'activité que tu fais à côté. Si tu as un taf, si t'as pas, si ton taf il est taxant, si ton taf il est pas très taxant, si tu as la possibilité de, tu vois ce que je veux dire? Et donc au final, le haut niveau, tout le monde devrait être intéressé par le haut niveau, mais tout le monde ne devrait pas vouloir atteindre le haut niveau. Non, pas tout le monde ne voudrait pas. Tout le monde ne pourrait pas Ouais. atteindre le haut niveau. Je pense que sur 100 personnes déterminées, il y en aura peut-être deux trois qui vont atteindre le haut niveau. Et encore, je pense Et que. encore, tu vois, parce qu'au final, les minima, ils augmentent chaque année. Les niveaux augmentent chaque année. Les gens commencent la pratique de plus en plus tôt. C'est-à-dire que tu vas tomber sur des présus, des mecs qui sont faits pour ce sport depuis des années. Mais toi, par exemple, tu vas charbonner tout le temps. Malheureusement, ta morphologie ne te permettra pas. Malheureusement, bah, tout simplement,
t'es pas fait pour ça. Ouais, Et au final, ça veut dire que tu pourras être pour être, très fort, hein. Tu pourras. pour être C'est très pas une bon question de morphologie. Tu peux même avoir une morphologie éclatée et être très fort. et être Mais très bon, entre être exactement. très fort et être un athlète de haut niveau, il y a un écart monstrueux Il y et. a un écart Mm. fou. Il y a un écart fou. Euh, parce qu'en fait, c'est pas. Oui, il y a des exceptions. Il y aura toujours des exceptions, des gens qui sont morphologiquement parfaits pour la pratique. Et donc, ça fait qu'au bout de 2 ans, ils vont atteindre le haut niveau. Au bout d'un an, ils vont atteindre le haut niveau. Mais ça, c'était avant. Et maintenant, ça va être de moins en moins le cas. Ouais. Et donc, ça veut dire que, est-ce que on est prêt à tout sacrifier pour le haut niveau? Ben, même si tu sacrifies tout pour le haut niveau, tu n'atteindras pas le haut niveau, en Et fait. surtout, bah, faut te poser la question à l'envers. Si tu sacrifies pas tout, tu seras jamais au niveau, de toute façon. Exactement. Et Déjà, si tu sacrifies pas tout, tu seras pas au niveau. Et même si tu sacrifies pas tout, même si tu sacrifies tout, tu le seras tu peut-être seras pas. pas au Ouais, niveau. ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À part si t'as la chance d'avoir une génétique folle, une morphologie folle, un encadrement fou, un taf qui n'est pas extrêmement taxant, ben ouais, là tu pourras. Mais Mais en malheureusement, fait, il faut un c'est pas commun. alignement de désastre Exactement, vraiment il faut un important. gros alignement des as. Ça veut dire que quand tu commences la force athlétique, faut pas penser au niveau. Faut d'abord penser à devenir fort, Bah, faut t'améliorer. d'abord penser à Et kiffer, en fait. C'est de exactement, la tu force kiffes, athlétique tu parce que deviens tu fort. kiffes, tu vois. C'est ça, tu kiffes la force athlétique. Donc, tu as un entraînement qui est adapté. C'est pas, je kiffe la force athlétique, je veux être au haut niveau. Donc, je m'inflige 4 SBD à la semaine, 4 séances de 6 heures par semaine, et je fais des renforts à foison qui fait qu'au final, je m'entraîne 7 jours sur Tu, 7. tu vas juste Non. te blesser en 2 blocs. C'est tout. Tu vas juste te blesser en 2 blocs, tu vas arrêter de la force athlétique, tu vas commencer à faire autre chose, de la peinture, du ski, de la course. Tu en auras marre. Tu vois ce que tu vois? Parce qu'au final, faut pas forcément se dire, ouais, comme je veux du haut niveau, je dois m'entraîner comme un athlète de haut niveau. Non, 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 non. Nous, entre guillemets, on est des athlètes professionnels. Toi. Entre Ouais, non. guillemets. Ouais, moi, quand je dis nous, j'englobe tous les athlètes de haut niveau. Donc, on fait quasi que ça. On fait que ça, on se tue à ça parce que c'est notre objectif et qu'on a le niveau. Et avant de se tuer qu'à ça et d'avoir l'objectif et d'avoir le niveau, bah avant ça, on était là, on le faisait pour le plaisir Ouais, bah, et on exactement. s'améliorait. Bah oui, Bon, quand t'es rentré dans la après moi salle, j'avoue. tu voulais pas être Ouais. athlète de haut niveau directement. T'as Ah ouais, commencé parce que tu t'aimais ça, tu vois. voulais, voilà, tu kiffais ça, tu voulais progresser, t'as vu ton progrès, t'as aimé ton progrès. Au final, quand t'as levé ta tête parce que t'as bien progressé, t'as vu que t'avais des opportunités et des possibilités. Et une fois que t'as ces opportunités et ces possibilités-là, effectivement, là, tu peux commencer à te dire, ok, donc là, je suis au-dessus du minimum monde, je suis dans le top 7 des meilleurs athlètes de ma catégorie. Donc là, ok, je vais commencer à sacrifier tout et je vais commencer à essayer d'aller grappiller le top 5, puis après grappiller le top 3, tu Mhm. vois. Et au final, là, oui, c'est pas, tu commences à peine, t'as à peine le minima France ou t'as à peine le minima R1 et tu te dis déjà, je vais tout sacrifier pour aller au niveau. Ouais. Bah non, c'est pas comme ça. Sacrifie pas tout, prends le temps. La FA, les gens ils pensent trop que la FA c'est 4 heures d'entraînement tout le temps. Mais non, j'ai des athlètes que je coach qui font des séances d'1 heure et demie. J'ai des athlètes que je coach qui font des séances de 2 heures. Quand Jade elle a ses SBD, son SBD il dépasse pas 2h15, tu vois ce que je veux dire? Mais d'autres clients qui sont pas au niveau, bah ils font des séances. Des fois j'ai des clients ils me disent ouais mon taf je finis à cette heure-ci, ma salle ferme à cette heure-ci, donc je peux avoir des séances que de 45 minutes, de 1 heure, de 1h20, et au final, ben la progression est plus lente. Mais au final ils progressent quand même, Ouais, mais ils kiffent leur expérience et ils prennent du plaisir. Parce qu'ils savent que c'est juste un ouais, plaisir. c'est ça, faut voir sur le long terme. Tu seras plus fort dans 10 ans si tu t'es entraîné 1 heure, 4 fois par semaine pendant 10 ans que si tu t'es entraîné 4 heures par jour, mais que pendant un an. Forcément, faut voir Exactement. le long terme, tu vois. Exactement, donc ça veut dire qu'il faut pas et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui en ce moment arrêtent la force athlétique, etc. Parce que je pense qu'ils se sont mis des objectifs plein la tête, ils se sont dit je vais aller dans le top niveau, ils ont vu que c'était dur, ils ont tout sacrifié, ils ont plus le temps de rien faire, de plus le Ouais. temps de sortir, plus le temps de rien faire du tout, et au final ils sont en train de se dire mais je fais ça pourquoi? Et quand tu t'arrives à cette question de je fais ça pourquoi, c'est mort. Ouais. Pratique ça comme un loisir, comme un plaisir. Si tu vois que ça pète, Tant mieux. là commence à t'y intéresser. C'est pas dès le début ça va pas encore péter que t'es déjà à fond 3003, tu traques tes calories, tu traques ton sommeil, tu traques tout, tu traques tout, 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 Tu tout. sors Au plus avec final tes tu vas. potes, etc. Et C'est ça, tu sors plus, non j'ai SBD demain donc vous voulez aller faire un basket, c'est mort, non j'ai si. Alors qu'au final t'es pas un athlète professionnel, tu débutes, tu prends ton temps, prends le temps. Fais des petites séances d'1h30, 45, découvre la pratique, commence à l'aimer, et plus tu vas l'aimer, plus ça va être un plaisir, tu vois. Et si t'aimes Après par pas, contre, force pas, hein. Si t'aimes pas, il y a exactement, des milliers de sports sur Terre. il y a des Te dis pas milliers de que tu vas sports faire sur de la Terre. FA juste parce que le haut niveau est accessible. C'était le cas avant, c'est plus le cas maintenant. Mais Exact. c'est encore plus accessible que dans certains sports. Mais tu dis pas que tu vas faire de la FA juste parce que tu as envie de faire du haut niveau. Si t'aimes pas ça, Exactement, je pense fais que t'es un cuit. autre truc. Genre, il y a des C'est milliers ça. de sports sur Terre et te force pas.
Par contre, je veux pas rentrer dans l'autre extrême de ouais, athlète de haut niveau, tu kiffes pas, c'est nul. Moi, je kiffe la Après, force. c'est pas tout le monde qui. Oui, En fait, ouais, quand tu arrives sur enfin, quand t'arrives sur un niveau comme ça, tu peux te permettre de tout sacrifier et ne pas forcément kiffer la pratique. oui, Mais en fait, le bien sûr. truc, c'est que je pense que c'est dur d'arriver à haut niveau sans kiffer la pratique. Je pense que si t'aimes pas ça, peu importe ce que tu mets en place, tu seras jamais un athlète de haut niveau, tu vois. C'est ça, Je pense que. exactement. Bah, et moi, par exemple, donc comme je disais, pas rentrer dans l'autre extrême, moi, je kiffe ma pratique. Moi, c'est un plaisir. C'est comme jouer à la play. Genre, quand je vais à la salle et j'ai mon squat, je vois que j'ai du lourd, même j'ai pas du lourd. Je vois que, vas-y, va falloir que je me hype, etc., que je me mette dans ma bulle et tout. Je kiffe. Ah, je kiffe à la mort. Mais je suis une exception. Les autres font ça parce qu'ils sont bons, ils sont excellents, et il faut continuer, donc il faut charbonner, ils prennent pas spécialement du plaisir, etc. Mais c'est pas tout le monde. Ouais. Moi, je kiffe ma pratique. Je sais que Jade aussi, elle kiffe la force. Depuis qu'elle a professionnalisé son activité, qu'elle est passée dans la cour des Open, qu'elle a commencé à faire des compétitions internationales, etc. Elle aussi, elle me dit ça, elle me dit qu'elle kiffe sa pratique. C'est un kiff. C'est vraiment trop stylé. Donc c'est pas non plus acharnement, j'ai pas de motivation, discipline. Non, non, non. Ma motivation, elle est à 100% tous les jours. Mais après, je dis pas que c'est normal, je dis pas que tout le monde est comme moi. Mais moi, ma motivation, elle est à 100% tous les jours. Il n'y a pas de jour où t'as pas Demain, envie de t'entraîner. ouais, il n'y a pas de jour où j'ai pas envie de m'entraîner, il n'y a pas de jour où je me dis j'ai envie d'arrêter la FA. Depuis que j'ai commencé la FA, à part la période où j'étais rentré la catastrophe parce que j'avais mon dos en vrac et pendant il y avait le Covid, la salle était fermée, j'arrivais plus à rien, j'arrivais pas à me déplacer, j'avais trop mal au dos. À part cette période-là où je me suis dit, ah Stan, c'est chaud, j'ai jamais pensé de ma vie à arrêter la force athlétique. Je dis ça parce que j'avais une question qui m'avait trotté. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé ça, ouais, est-ce que tu as déjà songé à arrêter la force athlétique? Si oui, qu'est-ce que tu t'es dit pour ne pas arrêter? J'ai jamais voulu arrêter ce sport. Je kiffe trop, j'aime trop ce sport. Donc ça veut dire que j'ai jamais pensé à ça. À aucun moment j'ai des moments où ma motivation est plus basse. Demain, même s'il neige et que j'ai pas mal de problèmes avec ma voiture, je dois aller régler tous les problèmes de ma voiture, mais que le soir j'ai ma séance, je vais pas me dire, oh non, non, je vais me dire, ah ouais, super, mon moment de plaisir. Mon moment pour souffler, mon moment pour me détendre, etc. Je pense qu'on peut passer à la question Bon, suivante. question suivante. Du coup, alors, comment vous gérez une blessure d'athlète et la personne a précisé en off-saison ou en période de prépa à compétition? Ok, moi je te laisse répondre parce que là Ok. ça fait 6 ans et demi que je suis en train de parler là. Alors, Là-dessus. du coup, ouais, je pense que c'est important déjà quand l'athlète se blesse, de savoir où il en est. Est-ce que il y a une compétition bientôt? Dans ce cas, bah, on va pas mettre les mêmes choses en place que s'il n'y a pas de compétition. S'il n'y a pas de compétition et que tu as une blessure, ok, bah, on va réduire ton volume, on va réduire l'intensité, on va analyser qu'est-ce que ta douleur ou qu'est-ce que ta blessure, et puis on va mettre des choses en place. On va voir s'il n'y a pas des exos qui te feraient du bien, si bosser sur un petit axe de mobilité, ça pourrait te faire du bien, tout en même temps, on réduit ton volume, on réduit ton intensité. Et si c'est dans une période de compétition, bah, ça dépend de la gravité en fait de la chose. Si déjà tu commences à avoir des petites inflammations, etc., faut savoir que c'est quelque chose de normal dans un picking en fait. L'inflammation, ça fait aussi partie de la progression. Tu peux pas, enfin, c'est pas normal entre guillemets d'avoir mal, mais c'est pas dramatique. Donc il y a cette différence. Et après, si par contre c'est une grosse douleur, même en période de compétition, te poser déjà la question, est-ce que cette compétition elle est vraiment importante pour moi, au point que bah, tu vas continuer à bosser sur une douleur. Si la compétition est vraiment importante, bah, dans ce cas-là, ok, tu continues à bosser sur la douleur en essayant de mettre des choses en place. Donc ça peut être des réductions d'amplitude, des réductions de volume. Par contre, par exemple, t'as remarqué que sur tes séries, sur la première rep, deuxième rep, ça va, mais dès que tu commences à faire des 3 quatrième rep, t'as mal, bah tu réduis un petit peu le range rep de tes séries. Voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place, mais la question la plus importante, c'est déjà savoir est-ce que cette compétition, elle est importante pour toi? C'est ça, je suis 100% d'accord avec toi. Désolé, j'ai envoyé un petit message à un athlète qui a une séance. Du coup, ouais, je suis tout à fait 100% d'accord avec toi. En fait, c'est bien qu'il ait précisé off-saison et en période avec une compétition qui approche. Parce qu'en fait, il y a une grosse Ouais. différence. Mais je vais pas répéter ce que tu as dit, mais oui, au final, c'est ça. C'est t'es en off-saison, imagerie, comprendre ce que tu as, kiné si besoin, mettre des exercices beaucoup moins spécifiques. En fait, en off-saison, tu peux te permettre de t'écarter beaucoup plus Ouais, de ta de ce qui te fait spécificité progresser, ouais. pour aller chercher à aller mieux, tu Mm. vois. Mais demain, tu te fais mal à 2 semaines de ta compétition, mon gars, serre les dents.
Ouais. Après, ça dépend. Si le mec se pète Oui, la jambe, tu vas pas si. lui dire serre les dents. Oui, c'est ça. Mais, Oui, euh, c'est ce que je veux dire. oui, tu commences à avoir une inflammation au niveau du coude, tu commences à avoir une petite inflammation au niveau des genoux. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est dramatique dans une prépa C'est compétition. ça. Serre les Ouais. dents. Voilà. Si la compétition elle est importante pour toi, c'est-à-dire si tu as les championnats du monde, championnat d'Europe, championnat de France, ou ta dernière possibilité de te qualifier au championnat de France, que tu sens que la douleur, elle te fait très mal, mais qu'elle ne t'empêche pas, enfin, qu'elle t'empêche aussi un peu dans ta pratique, mais qu'elle ne t'empêche pas d'être à 100%, serre les dents, mon gars. Mm. Serre les dents, tu serres les dents. C'est pas, t'as un peu mal, ah, j'ai un petit peu mal au quadriceps, qu'est-ce que je dois faire, nanana, j'en parle à mon coach, j'arrête ma séance, je baisse l'intensité de mon compte, alors qu'au final, t'aurais pu serrer les dents, faire cette séance, faire ta compétition, et après, on se penche dessus, tu vois. Des fois, c'est vraiment, tu serres les dents et tu vas. Tu serres les dents et tu charbonnes. Et puis tout à l'heure, je sais plus dans quelle question, mais on parlait du taper. On disait que le taper, il n'était pas magique sur les progressions que tu peux avoir. Mais par contre, ça peut être magique, entre guillemets, sur des douleurs. Bon, c'est pas magique, évidemment. Mais Ouais, tu bien peux sûr. avoir une grosse différence entre la douleur que tu vas avoir, du coup, sur ta dernière grosse séance de picking, et le jour J, la douleur que tu vas avoir. Parce que forcément, pendant ton taper, tu vas énormément réduire ton volume, et l'inflammation va se calmer, tu vois, forcément. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, voilà, on passe à la suite. Vas-y. Du coup, dernière question. Selon vous, l'utilisation de RPE dans la programmation quand on est débutant est-elle viable? Non. Voilà, même, c'est bon, fin du podcast. Bon, fin du pod- Non, mais je suis du même avis, mais du coup, pourquoi? Parce que, en fait, pour que le RPE soit viable dans ta programmation, en fait, il faut que tu saches déterminer ton RPE déjà. Et ça, chez un débutant, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que déjà, techniquement, t'es pas stable. Donc, en fait, entre une répétition et une autre, tu peux avoir des grosses variations de RPE juste parce que techniquement, bah, t'as pas la même répétabilité au niveau de ta technique. Et puis, t'as pas forcément l'habitude de te pousser dans tes retranchements. Tu vas souvent te fier à la vitesse de la barre, mais en fait ça veut rien dire parce que bah tu sais que en fait si t'étais un peu plus expérimenté, tu sais que tu t'aurais pu te pousser un peu plus. Il y a aussi l'ego de l'athlète qui va rentrer en jeu. Franchement il y a une multitude de facteurs qui me font dire que non c'est pas viable et personnellement j'utilise pas le RPE sur des débutants. Exactement. Bah, pour ajouter un peu à ce que tu dis, le RPE, j'ai l'impression que par beaucoup, je parle des débutants intermédiaires, hein, je parle pas des athlètes de par exemple Joe Flex qui ne parlent qu'en RPE, tu vois. Ça, c'est parce qu'ils coachent des athlètes de haut standing, etc., qui ont une capacité de recul, etc. Mais j'ai l'impression que le RPE, c'est un peu un, un justificatif un justificatif à la médiocrité. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te sentir un peu fatigué, un petit rhume, tu sais que tu as RPE 7,5 à faire aujourd'hui, t'as pas d'intervalle de charge, t'as rien, ben tu vas aller chercher 140 alors que potentiellement sur ce jour-là, tu étais capable de faire une 160. Ouais. Au final, tu es en mode, ah bon, j'ai un facteur qui me ralentit, ben vu que j'ai un facteur qui me ralentit, ben forcément je vais diminuer la charge. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, Et c'est c'est vraiment un aussi le cas justificatif. dans le cas inverse, hein. C'est T'as ça. pas cours aujourd'hui, du coup tu t'es réveillé à 9 heures au lieu de te réveiller à 7 heures, tu te dis ah aujourd'hui je mets plus 20 kilos par rapport à ce que j'avais prévu de faire, sauf Exactement. que non ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Et donc en fait, pourquoi un débutant, je lui mettrai jamais du RPE? Parce qu'au final, comme pour tout ce qu'on a dit, pour toutes les raisons qu'on a dit précédemment, et en plus de ça, ben, avoir une charge fixe, par exemple, bon après, je dis pas qu'il faut forcément avoir une charge fixe, mais avoir une charge fixe, ça va te permettre de mettre tes excuses de côté. Ah, t'es un peu malade aujourd'hui. Ah, bah, le coach, il m'a mis une charge fixe. Je fais ma charge fixe, je rentre chez moi, j'envoie les vidéos. Et pendant mon retour, là, possiblement, je lui dis, ouais, je suis un petit peu malade, etc. Et lui, il jauge intéressant de faire cette modification, bah là, il modifiera un peu la charge ou il modifiera un peu les intensités ou le volume. Mais si au final, tu me dis, j'ai un rhume, mais au final, tu m'envoies ton 4x4 à 130 qui devait, entre guillemets, passer avec 3 répétitions en réserve, par exemple, il passe avec 50 répétitions en réserve, bah, ton petit tout, ton petit rhume, mon gars, tu vas prendre tes médicaments et tu vas pas me faire chier avec ça, tu Mais en vois. plus, enfin, Enfin, sans vouloir être méchant. grave des fois, t'as des gens, tu te réveilles, t'es un peu malade, enfin, y a pas d'incident sur ta séance et en fait tu vas te biaiser toi-même. Alors que bah du coup, si t'avais une charge fixe, tu serais allé sur ta charge fixe et t'aurais vu que ça aurait rien changé, tu vois. Exactement. T'aurais vu que ça n'a rien. En fait, j'ai l'impression que, comme je l'ai dit, c'est un justificatif à la médiocrité. En Ah, fait, je me réveille. ouais, Ou ah, de base, je devais faire maison, école, rentrer chez moi, manger, partir. Bah là, j'ai fait maison, école. Mais pendant que j'étais à l'école, ma voiture est tombée en panne. J'ai dû faire garagiste. Et là, j'arrive. Donc,
du chemin entre garagiste et entraînement, je suis en train de me dire, bon bah, je vais au lieu de mettre la charge que j'avais en tête, bah, je vais mettre 30 kilos en moins parce que je suis passé chez le Non, garagiste. mais encore, t'as des gens, ils ont bu un verre d'eau de moins par rapport à d'habitude, ils vont directement, ils vont dire, ah, je me C'est sens vrai. pas bien et tout. Et en fait, le RPE, à partir du moment où c'est un truc subjectif, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Et quand t'es débutant, t'es pas capable de gérer ces facteurs. Du coup, bah, Exactement. Mais quand tu as ouais. l'expérience, par exemple, tu me dis à moi d'aller chercher un bon. Moi, je me programme pas non plus au RPE, mais bon, tu me dis, Stan, demain, va chercher un RPE 8 sur ton développé couché en x1. Bah, je sais exactement quelle charge je vais mettre. Et mon last warm-up va me permettre de soit confirmer ma théorie, soit l'infirmer, Ouais, bien sûr. ou soit mettre plus, tu vois. Et c'est ça sur le moment. C'est que mon last warm-up qui me permet Ah, de mais parce que jauger. Et encore, t'es un athlète même mon last expérimenté. warm-up, et exactement. Et même mon last warm-up, le last warm-up, ça veut tout et rien dire. Tu peux faire un vieux last warm-up parce que tu as fait une erreur technique, mais faire un joli top 7. Par exemple, je me rappelle la fois où j'ai ATPR au squat pendant ma prépa des championnats du monde. Mon last warm-up, mon gars, tu vois le last warm-up, tu te dis, cette année, rentre chez toi, c'est mieux. Mais au final, je savais que, un, j'avais un pied un peu mal placé. Deux, je savais que j'étais pas hype. Trois, je savais que j'avais pas bien fait mon rituel, entre guillemets. J'étais pas correct sur mon workout. Donc ça fait plein de facteurs qui font que, au final, je savais que je pouvais mettre la charge que j'avais en tête. Ouais, bah voilà, bon, je suis d'accord, on a fait le tour. C'est ça. Bon bah du coup on a terminé les questions-réponses. Bon il y en a on a reçu beaucoup de questions. On peut pas répondre à toutes parce que ça fait déjà 1h40 qu'on est en podcast. Ouais. On refera des questions-réponses. Vous pouvoir poser vos questions si jamais on n'y a pas répondu. Voilà bon bah c'est tout. Bah, je pense aussi que ça va devenir peut-être une rubrique hein, Ouais, bien dans le sûr. podcast. Petite rubrique à la fin du podcast, des petites questions-réponses pour changer un peu la thématique du podcast de base et autres. Ça peut être intéressant. Donc les gars, continuez à nous spammer de questions, même en DM ou autre chose. Exactement. Voilà, bon bah le prochain podcast du coup il sera après le championnat de France, donc on fera un peu la review de comment s'est passé tes championnats de France, les championnats de France de nos athlètes, etc. Yes, parfait. Voilà, bon bah bon, au revoir, bonne soirée.